pour parler de paysage, il faut parler de beauté, de plaisir, de bonheur, voilà, du contentement d'être là. Et ça veut dire qu'un professionnel, quand il arrive sur un lieu, doit lui-même ressentir ce moment de plaisir et de beauté. Et ça, c'est pas si facile que ça à faire, parce que quand on est en libéral, le temps est compté, il y a un nombre de jours, et on a tendance à se dire, bon, finalement, aller sur le terrain, je fais quelques photos, ça ira bien et je pars, quoi. Et là, on loupe d'abord ce qui fait l'intérêt et l'attrait de ce métier, c'est-à-dire se poser, si possible seul, parce qu'on se rend compte que quand on est à plusieurs, on est toujours à papoter, on se dit des choses très intéressantes, mais on ne garde pas le site. Donc se poser seul, à pied, parce que faire une reconnaissance en voiture, on est dans son habitacle, voilà, il y a la radio, enfin ça ne marche pas, on voit le paysage à travers une vitre. Et la marche à pied est quelque chose d'absolument fondamental, c'est l'arpentage, hein, donc aller sur des lieux finalement qu'on va découvrir, se laisser porter. Et pour se laisser porter à plein, souvent, même y aller sans carte et apprendre à se perdre. Et c'est étonnant comment, finalement, le fait de partir sans carte, des fois, on voit une sorte de lumière à travers des arbres, on va voir un lac. Ah ouais, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un plan d'eau à cet endroit-là. Ben, effectivement, il y a cette dépression. Et cette surprise de se dire, il y a un plan d'eau là. Enfin, si j'ai la carte et puis qu'au 25e, il va y avoir un lac. Ah, voilà le lac. Ben, ce n'est pas du tout le même effet de surprise qu'on peut avoir. Et donc, arriver à engranger cet émerveillement qu'on peut avoir des sites, ça, c'est vraiment le socle du paysage. Et les élus vont, parce que je ne fais que de la commande publique, hein, je ne fais pas de privé, parce que j'estime que le paysage est d'abord un lieu de partage et qu'il doit être offert gratuitement à tous et pour toujours. Donc le fait de travailler pour quelqu'un qui a une propriété, voilà, ça ne me semble pas être vraiment du paysage. Alors, ça peut avoir une envergure paysagère, mais voilà, je ne suis pas dans ce domaine, donc je ne travaille que pour les collectivités. Voilà, donc ce travail d'arpentage à pied, seul, sans carte, voilà, il faut l'engranger. Le problème, c'est que ces perceptions sensibles sont extrêmement éphémères. C'est-à-dire que si on ne les note pas, si on ne les écrit pas, si on ne les dessine pas, il y a toutes les chances que, en fait, elles s'évanouissent. Et lorsque on a commencé à engager la réflexion sur un schéma d'intention, les stratégies, les déplacements, puis l'avant-projet qui arrive, le DET, les entreprises, enfin, comment arriver à se ressourcer, à ne pas être complètement absorbé par cette énorme énergie du projet pour retrouver en fait l'émerveillement du départ, quoi. Et bien ça, il y a une arme absolue, c'est le carnet, quoi. Et dans le carnet, voilà, alors c'est les gens qu'on a rencontrés, c'est des notes et c'est surtout des croquis. Donc ça, c'est un carnet que j'ai commencé lundi, que j'ai eu une mission sur le cirque de Navacelles. Hein, pour le réseau Grand Site de France. Donc ça, c'est... Alors, il y a des intérieurs, voilà, donc ça, c'est un... Alors, c'est déjà à la fois le site, mais un peu le projet. Par exemple, là, il y a un mur qui n'existe pas encore, et donc, on met un pied déjà par le croquis sur quelques suggestions. Et pour le coup, donc là, on glisse doucement vers le projet, et on voit que finalement, glisser doucement vers le projet, tout en notant finalement ce qui va pouvoir nous émouvoir. Et ce moment de beauté, on essaye de toujours imaginer comment un visiteur va pouvoir le vivre. Parce que ce n'est pas voilà, la beauté en soi. Donc on se met finalement dans la peau d'un visiteur et on essaye de voir comment finalement une expérience de visite se met en place. C'est assez semblable finalement pour l'architecture quand on voit se succéder le hall, des salles, quelle ambiance, une lumière. Là, donc c'est une sorte de scénographie paysagère, hein, c'est un thème qui nous fait pas peur. Et pour le coup,
le spectacle, hein, enfin, cette dramatique, elle commence toujours au stationnement. Donc c'est le moment où je m'assois. Et là, qu'est-ce que va vivre le visiteur? Donc je sors de ma voiture, je ne vois pas encore. Alors là, comme je suis encore dans Navacelle et que c'est le projet, aujourd'hui, le stationnement, il est tout à côté du bâtiment, il est le nez sur le bâtiment. Enfin, donc, là, l'idée, c'est de reculer le stationnement et puis de sortir, pas voir le bâtiment, sortir de ces broussailles, hein, ces bartasses, comme ils appellent ça sur le causse du Larzac, et puis d'un seul coup avoir là la pelouse, le bâtiment, s'approcher du bâtiment, mais juste avant le bâtiment, on voit qu'il y a peut-être le belvédère, et arriver sur le belvédère, et là, waouh, l'effet waouh, quoi. Donc vous voyez que là, il y a vraiment une mise en scène, finalement, de la façon dont on va pouvoir aller vers ces lieux de beauté, et une fois qu'on y est, voilà, se laisser porter par où est-ce que j'ai envie de m'asseoir, qu'est-ce que je vais pouvoir contempler, qu'est-ce qui se passe, tiens là je suis pas mal, parce que tout ça va vraiment nourrir le projet, quoi. Donc voilà, servir la beauté des paysages, et c'est une beauté aussi qu'on peut partager. Mardi, là, il y avait avec nous le vice-président de la Comcom, donc Lodève Causse, le maire de Saint-Maurice, le maire de Vissec, enfin, donc des élus qui étaient là. Et c'est les premiers qui nous ont parlé finalement de cette émotion de ces sites-là. Et le fait, et ça c'est un peu le deuxième principe, après vraiment ce travail sur la beauté, c'est le fait de partager le projet. C'est-à-dire, je pense que le métier de paysagiste, et je pense que le métier d'architecte aussi, a beaucoup évolué. Il n'y a pas si longtemps, on était quand même encore dans sa tour d'ivoire, à dire voilà, je suis le maître, l'expert absolu, et je vais pondre le projet, voilà. Et puis j'arrive devant le conseil, alors souvent devant le maire qui décide tout seul. Enfin, mais finalement, il n'y a pas réellement de partage. Ce partage, il va plus loin qu'une simple concertation où on ferait le projet et on va montrer le projet aux gens. Là, c'est même aller plus loin en élaborant le projet. C'est-à-dire que mardi, là, le projet n'était pas fait du tout. Mais on s'est posé la question de se dire, bah oui, ça serait mieux s'il y avait une pelouse. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut reculer le stationnement? Bah oui, ça appartient à la Comcom, donc là, on a regardé le foncier. Enfin, et finalement, il y a un grillage. Ah oui, ça nous empêche d'aller vers le belvédère. Pourquoi? Enfin, donc, et finalement, à discuter, donc moi, j'avais mes cartes au 500e, ben, le projet est doucement monté, quoi. C'est vraiment le paysage en partage. Ça, il faut... c'est pas toujours facile, hein, parce qu'on se met quand même un peu en danger, à savoir ne pas avoir l'image finie d'un projet, pouvoir être mis en cause par un élu un peu ronchon ou un ABF qui veut rien entendre. Enfin, donc, voilà, et donc il y a à désamorcer souvent des conflits potentiels. Voilà, mais là, on avait l'inspecteur des sites, l'ABF est venu après dans la visio du lendemain. Enfin, et on peut aller même encore plus loin où, je vous montrerai quelques images, on peut partager le projet jusqu'à le dessiner sur site. Donc on sort de la rubalise, des bottes de paille, on installe comme ça, on met des blocs des troncs, enfin voilà. Donc c'est tout un tas de choses. Et c'est d'une grande sobriété, enfin il n'y a pas de choses compliquées, mais on va dessiner le projet. Et ça c'est toujours un moment assez extraordinaire, quoi. Alors après, il faut, bien sûr, que des fois, on arrive à un type de projet qui n'est pas le projet extraordinaire dont on a rêvé. Enfin, je pense à un projet qu'on faisait sur petite commune, qui s'appelle Perlevade, là, sur le plateau de Millevaches. Et je regardais, donc on avait un grand stationnement en pente, il y avait le souhait pour la fête de la musique, d'avoir une terrasse un peu horizontale pour pouvoir se poser, d'avoir un peu moins de voitures collées à l'église, donc une place. Donc on se dit, bon, bah, comme ça soit horizontal, il va falloir faire un mur ici. Je regarde les murs, tous les murs étaient bien rectilignes. Je dis, bon, bah, voilà, ça serait bien quand même d'avoir un mur rectiligne pour être dans le tempo de la façon dont les murs se construisent à Perlevade. Et donc je dis, bon, bah, du coup, on va essayer de voir où on met le mur.
Et plutôt que de le dessiner sur plan, parce que ça correspondra à un axe de... Enfin, voilà, donc c'est sortir de cette mainmise du plan masse, enfin de l'esthétique du plan masse, qui souvent n'a que peu d'intérêt quand on est sur le site. Donc on s'est pris par la main, et puis on a fait le mur, puis on s'est déplacé. Là, non, encore un peu, voilà, ici, là, voilà. Là, c'est pas mal, et on s'est dit, voilà. Donc là, il y a celui qui jouait aux boules qui a été quand même vérifié s'il pouvait mettre ses terrains de boules, enfin, donc hyper concret. Hein, et puis, derrière moi, il y avait un pépé qui est resté comme ça. Et là, je lui ai dit, monsieur, rentrez dans le rang quand même. Puis je me suis dit, oula, rentrez dans le rang, mais il n'y a que les maîtres d'école, enfin les instituts qui disent ça, ou les militaires, quoi, rentrez dans le rang, quoi. Et je me suis dit, tiens, Et lui, non. Alors moi, j'étais un peu embêté, parce que tout le monde est là, non. Et alors, je dis, mais alors, pourquoi vous... J'aime pas les murs droits. Et vous proposez quoi? Eh ben moi, je bouge pas, puis vous venez vers moi. Bon. Ben oui, on l'a fait. Donc du coup, on s'est tenu la main, puis on a pris le pépé, hop, puis on a fait un cercle. Puis là, tout le monde se regardait, là. Et on dit, mais c'est quand même vachement mieux, enfin voilà, c'est plus aimable. Alors, sur le plan masse, c'était un peu moins juste, quoi. Mais on était tellement contents comme ça, qu'on a dessiné un mur courbe, puis le mur, il a été dessiné comme ça. Donc, vous voyez comment, finalement, et c'est le mur de tout le monde, finalement. Et là, on a vraiment cette énergie du partage, quoi. Alors le partage, c'est donc partager cette énergie du projet avec les habitants, avec les élus, avec les services de l'État quand on est en site classé, pour les prendre tout de suite. Et ça, c'est pas toujours facile, parce qu'un inspecteur des sites, des fois, voilà, moi je préfère avoir un projet, non, il faut donner votre avis tout de suite. Mais ça se fait très très bien. Enfin, une fois qu'on est rentré dans ce partage, ça fonctionne. Puis un autre partage, c'est celui d'avoir des points de vue différents. C'est-à-dire avoir le point de vue du géomorphologue, donc en parler, avoir le point de vue de l'urbaniste, de l'architecte, du sociologue, de l'ethnologue des fois, de l'historien. Par exemple, sur la Beaumoriole, ancienne ferme, qu'est-ce qu'on avait? Donc là, il y avait des anciens qui nous ont parlé de ça, un historien qui est venu. Donc avoir finalement cette palette, mais arriver finalement à tirer ça vers le projet. Parce qu'on a des études très très bien faites, avec des analyses, mais alors la géologie, l'histoire, le machin, comme ça. Puis après on passe au projet, puis on se dit, mais alors pourquoi on a fait tout le travail en amont, là, les 100 pages qui sont au-dessus, pour avoir un projet qui n'en tient pas compte? Et ça, quand j'ai ma casquette État, parce que je suis paysagiste conseil de l'État en DREAL, PACA, donc 2 jours ou 3 jours par mois, je vois arriver des dossiers, j'essaye de les voir sur le terrain avec les porteurs de projets, et bien souvent, il y a des analyses extrêmement intéressantes, alors pas toujours très bien vulgarisées, mais le projet, finalement, n'en tient absolument pas compte. Et donc là, c'est comment mettre en relation, finalement, des données, alors du milieu naturel, la géomorpho, la végétation, la faune, qu'on oublie souvent, des données sociales, histoire, les usages, et puis des données purement d'art plastique, d'art plastique. Comment réussir à embarquer tout ça pour nourrir le projet, en faire une source d'inspiration. Et ça, c'est pas toujours facile, notamment, par exemple, la géologie. Donc là, on a une carte géologique. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, souvent, les données géologiques, on recopie la carte géologique, puis alors c'est du BFY, alluvion moderne, de migmatite. C'est trop compliqué. Mais non, si on voit la géologie, quand on est sur un terrain volcanique, c'est vraiment une montée de lave. C'est pas du tout comme quand on est sur un causse où tout s'est déposé. C'est du sédimentaire calcaire, et puis après ça a creusé. L'énergie n'est pas du tout la même. Et ça, c'est vraiment une inspiration profonde pour le projet. Au-delà de la forme, c'est vraiment la force et la puissance du projet, la dramatique. C'est-à-dire que certains parlent effectivement de dramatique, mécanique, dynamique. On essaye de trouver la dynamique de ce qu'on pourrait appeler l'esprit des lieux, quoi. Donc, c'est ce premier principe autour de la beauté des paysages, à s'imprégner de ça. Deuxième principe qui est vraiment le partager le projet.
et avoir ces différents points de vue qui vont nourrir ce projet de paysage. Et puis, le dernier principe qui se base sur deux choses, qui est faire de ces projets des moments de fonctions multiples, d'usages multiples. Ce qui est terrible, c'est que c'est l'espace qui est monofonctionnel. Un champ de betterave, voilà. Il n'y a que de la betterave. La biodiversité, zéro. L'usage, zéro. Il n'y a pas de chemin. Donc, on est sur le monofonctionnel. Une zone d'activité, on va avoir que de l'activité. Enfin, et les zonages que l'on a, zone A, zone U, vont dans ce sens-là. Retrouver les fonctions multiples, les usages multiples, faire en sorte qu'on réponde à ces... On construit un bâtiment, ok, mais pour la faune c'est ça, mais c'est aussi pour les gens. On a des cheminements, on va protéger un milieu naturel, mais ça va aussi permettre d'avoir un paysage remarquable, à des agriculteurs d'intervenir. Voilà. Et à ce moment-là, on couple tout ça. Et plus on partage, plus on va vers ces usages multiples, plus on va vers la sobriété. Je suis assez frappé de voir que quand on réunit des gens, des habitants, des élus autour d'un projet, bien loin d'aller vers du plus, et j'ai envie d'avoir ici un petit terrain de golf, un machin, un truc, tout ça, finalement, par la discussion croisée, ça tombe. Ben non, c'est beau. Ben non, mais même, faut même enlever ça, parce que ça, c'est quand même pas beau. Alors là, je fais souvent quelque chose, c'est que je demande aux gens de cacher, comme ça. Donc on ferme un œil et puis on cache. Alors c'est marrant, parce que les élus disent « Non, mais je vois bien. Mais monsieur le maire, faites-le. » Bon, alors, il regarde un peu. « Ah oui, ça marche. » Ah ben c'est vrai. Alors après, il faut rester un moment comme ça, à se dire « Il n'y a pas l'enceinte qui est là. » Vous pouvez le faire, hein, comme ça. Et puis là, je dis, tiens, il n'y a pas l'enceinte, il n'y a pas l'enceinte. Puis après, je la mets. Puis d'un seul coup, waouh, mais c'est vrai qu'elle... Et quand on fait ça avec une poubelle, quand on fait ça avec un banc, quand on fait ça avec un bâtiment qui n'a pas grand-chose à faire là, quand on fait ça avec un panneau, on se rend compte que, finalement, il y a plus de souffle, il y a plus d'ampleur, il y a plus de beauté, quand, justement, on enlève. Et finalement, je me rends compte que les projets que je fais, je passe mon temps à enlever des choses, beaucoup plus qu'à en rajouter. Et c'est pour ça que j'ai écrit là, dans le cadre de ce collectif dont je vous parlais, le collectif Paysage après pétrole, un petit article que j'ai nommé « Le temps des soustractions heureuses ». Sobriété heureuse, ça c'est Pierre Rabhi, mais finalement, nous, c'est la soustraction. Et pourquoi ? Parce que finalement, on a beaucoup aménagé les sites. Alors, je travaille beaucoup sur des sites naturels, des grands sites de France, des sites du Conservatoire du Littoral. Et c'est des sites qui, par leur beauté, ont attiré des touristes, des gens qui sont venus le voir. Et pour répondre à la soi-disant demande de ces touristes, on a aménagé. Ah ben oui, il faut des poubelles, bien sûr, parce que les gens, sinon, ils vont être sales. Ben non. Aujourd'hui, dans tous les sites naturels, on enlève les poubelles. Mais même, les premiers à avoir fait ça, c'est Fontainebleau. 28 millions de visiteurs par an, et il y a 20 ans, même 25 ans, ils enlèvent toutes les poubelles. Mais là, ça a été une révolution. Là. Mais ils ont divisé par 50 l'argent qu'ils devaient mettre pour vider toutes les poubelles. Il y avait bien quelques papiers, mais c'était rien du tout par rapport... Aujourd'hui, il y a un geste éco-citoyen qui est rentré dans les mœurs, qui fait qu'on n'a plus besoin de poubelles. On peut enlever des tables et des bancs. Parce que les tables et les bancs de pique-nique, finalement, quand on s'assoit comme ça, on est dans un geste très urbain où je suis à table, comme ça, et donc j'attends tous les services de l'urbanité, de la ville. Et donc je veux des poubelles, je veux mon Wi-Fi, enfin je veux tout ça. Et donc ça entraîne finalement tout un cortège d'attitudes et d'attentes qui, si elles ne sont pas là, vont frustrer les gens. Si on enlève tout ça, on dit, voulez vous asseoir ? Alors, regardez, il y a une pierre. Alors, on ne sait pas très bien, mais finalement, la pierre, on a vraiment réfléchi pour qu'il y ait une face plate qui ne fasse pas mal aux fesses, qui soit à 50 cm de hauteur et qui soit juste à l'ombre avec un beau paysage. Ça, personne ne voit qu'on a mis cette pierre exprès pour ça. Et c'est très bien. Et c'est là que les projets que l'on fait, finalement, on estime qu'ils sont réussis quand ils ne se voient pas. Donc, alors, c'est parfois un peu frustrant pour des élus qui se disent, et pour des commanditaires,
sur Belle-Île, là, à la Pointe des Poulains. On venait de mettre donc pratiquement 400 000 € dans l'aménagement de la pointe. On a retiré un stationnement, enterré les réseaux, pété des garages au pied du phare, fermé certains sentiers, déplacé le stationnement. Enfin, voilà, donc, et il y a une dame qui vient voir, donc on était très fiers du projet, et qui vient nous voir tout à fait alarmée en disant « Oh, j'ai vu un panneau, il va y avoir des travaux, mais quand est-ce que commencent les travaux? Parce que quand même, c'est très joli, je ne vois pas ce que vous pouvez faire. » Il dit, ben, le projet il est fini, quoi. Et alors là, le délégué du conservatoire, là, Denis, me dit, oh, mais dis donc, ça se voit pas du tout, et merde, avec tout l'argent, mais comment, enfin, je dis, mais c'est réussi, quoi. Alors, c'est pour ça que des fois, on est un peu accro aux photos après, avant, pour dire, quand même, voilà, on prouve que, voilà, il s'est fait des choses. Et d'ailleurs, il m'a demandé de publier mon carnet de projet. Parce qu'il m'a dit, ben, finalement, le meilleur moyen de témoigner de ce qui s'est fait, c'est d'éditer le carnet de projet. Et donc là, voilà, donc ça c'est une petite collection qui s'appelle Carnet de mission. C'est un ami qui est éditeur là, qui a lancé et qui propose du coup à des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre d'éditer leur projet. Et finalement, le projet se raconte comme une aventure, comme un trajet. Alors c'est à la fois chronologique et géographique. On passe d'un lieu à l'autre et là, il y a tout, aussi bien des croquis qui sont issus directement de l'analyse sensible, hein, la reconnaissance sensible, c'est ce moment où voilà, on est vraiment dans la beauté. Alors, vous voyez, ça commence par le billet de bateau, on rencontre le maire, voilà, et puis on fait notre reconnaissance. Donc là, j'étais avec une sociologue là, et puis un scénographe. Donc très belle équipe, hein, donc comme ça, et un architecte qui est venu nous rejoindre après. Voilà, donc finalement, garder mémoire des projets qu'on peut faire pour pouvoir ensuite les raconter, c'est un peu ce que je vais tenter de faire là en vous présentant quelques projets. Ce qui a été compliqué là, c'était de savoir quel projet j'allais vous présenter, et j'arrivais pas trop à choisir. Et puis je me suis dit, bon, alors, moi je suis en Creuse ici. Donc en fait, j'ai fait un trajet, là, je suis descendu jusqu'à Montpellier, par quelle région et par quel projet, voilà, donc en fait, c'est des projets le long de l'itinéraire que j'ai fait pour rejoindre donc, de la Creuse, pour rejoindre Montpellier. Donc les premiers projets que je vous présenterai, c'est vraiment, vous voyez, sur cette grosse tache rouge, c'est du plein granit, là, c'est le plateau de Millevaches, et donc c'est au bord du lac de Vassivière. C'est un petit projet très, très modeste, une ancienne petite base de loisirs où il y avait pas mal de choses, et voilà, on a traité. Il y a une parcelle qui vient d'être acquise par le Conservatoire du Littoral. Alors le Conservatoire, il intervient bien sûr sur le bord de mer, hein, donc, et là j'ai beaucoup de projets, notamment sur la Corse et la Bretagne, mais également sur les lacs de plus de 1000 hectares. Donc pour vous situer, le Conservatoire, c'est un établissement public qui a pour vocation d'acheter des terrains, d'abord pour les soustraire à l'urbanisation, c'est assez clair, hein, tout le monde est attiré par les rivages et la crainte c'est de voir un rivage construit d'un bout à l'autre, donc voilà, des ruptures d'urbanisation, et d'ouvrir ces terrains au public, c'est-à-dire et gratuitement, tout en protégeant le milieu naturel, la biodiversité. Donc là on est toujours sur les terrains conservatoires, sur cette ambivalence, comment j'ouvre au public tout en protégeant le milieu naturel. Et ça, c'est pas toujours facile, parce que quand il y a beaucoup de fréquentation, ça peut porter préjudice au milieu naturel. Voilà. Donc ça, c'est voilà, par là. Puis après, on va glisser donc plein est, et là, on va rencontrer ces taches violettes. Ça, c'est le violet, c'est le volcanisme. Donc là, on a tout le Césalier, le massif du Sancy, et vous voyez la grande faille ici entre le jaune et le orange, là c'est une faille majeure, hein, c'est une faille qui est liée à la création des Alpes qui sont là, et donc ça a tellement bougé que là où c'est jaune, ça s'est effondré, et il y a une grande faille qui est créée, et c'est la faille de Limagne. Clairement, est juste sous la faille, et le socle granitique qui est resté là, il s'est fracturé, et sont nés les volcans d'Auvergne. Et il y a donc c'est les petites taches violettes, l'une de ces taches violettes qui est sur le jaune. Il y a des coulées de lave qui sont arrivées jusque dans le jaune, qui est donc du sédimentaire lacustre,
et donc c'est le plateau de Gergovie. Et là, j'ai le chantier en ce moment sur le plateau de Gergovie, donc je vous ferai partager ça. Et puis là, on glisse, alors là, on a le massif du Cantal, la Margerie d'Issy, on quitte la Limagne de Brioude, et puis on retrouve ici tout l'Aubrac qui est ici. On va doucement glisser là sur les grands causses, avec notamment le causse Méjean qui est ici, les gorges du Tarn qui sont ici, et là donc un projet sur, parce que on vient d'animer une formation donc avec l'inspectrice Estit, la Martine Jean, donc une formation organisée pour le réseau Grand Sites de France. Donc là aussi, je suis paysagiste conseil du réseau Grand Sites de France. Donc les grands sites, c'est un label qui est attribué à des sites classés mais élargi à un périmètre. Et ce label est attribué non seulement parce qu'il y a une qualité de paysage et également une fréquentation importante, mais aussi parce qu'il y a une gouvernance. Donc là, c'est tout. Et donc là, on a travaillé sur les gorges du Tarn. Et puis un autre projet, là vraiment au plein milieu du causse Méjean, une petite association qui s'est mis en tête de sauver le cheval de Przewalski, qui est un cheval sauvage, le dernier cheval sauvage qui avait disparu de Mongolie et qui, du coup, est réintroduit, mais d'abord sur le causse Méjean avant de partir en Mongolie, quoi. Voilà. Puis quelques images après, là, sur le causse du Larzac, un peu plus bas, ça, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Donc, voilà, on commence par le lac de Vassivière, donc les brumes de ce plateau granitique perché, c'est vraiment très, très beau. Et vous voyez là, juste sur la gauche, un petit quai en pierre sèche, voilà. Et donc, c'est un quai qui a été fabriqué parce qu'on est sur une petite plage et ça commençait à ronger. Et bien sûr, le premier truc, c'est pas de planche, enrochement. Je dis, quand même, on est sur un lieu qui est important parce que les gens se baignent et on pourrait peut-être simplement avoir quelques marches qui montent. Et du coup, voilà, on l'a fait en pierre sèche. Donc, c'est un dessin que j'ai repris dans le panneau de chantier. Ça, je me rends compte que c'est très important en fait, de faire des beaux panneaux de chantier, de ne pas laisser ça au lot 1, VRD, parce que sinon c'est le truc classique, mais vraiment de le composer et puis d'avoir à la fois le plan, un croquis, puis expliquer un peu ce qu'on fait. Et donc, voilà, beau chantier. Donc, sobriété, ça veut dire quoi ? Qu'on utilise de la pierre locale. Alors, c'est de la pierre qui est issue d'anciennes carrières. Il y a, comme j'ai réclamé aussi, des pierres de couronnement un peu travaillées. C'est aussi des pierres qui sont issues du réemploi. Donc ça pose aussi un peu souci, parce que quand il m'a dit qu'il avait détruit une ancienne grange pour choper les pierres d'angle qu'il allait faire, je lui ai dit voilà, donc là, il y a comme ça des entreprises qui achètent du bâti ancien qui a valeur pour récupérer la pierre, quoi. Donc, là, c'est pas très facile de gérer parce que ça, c'est quand même à la discrétion de l'entreprise. Et puis, c'est surtout de la pierre sèche. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait intéressant, avec que ce soit du calcaire, du basalte, du granit, pas de ciment, un agencement. Et aujourd'hui, on a des entreprises qui savent travailler la pierre sèche. C'est maintenant labellisé vraiment à l'UNESCO comme un savoir-faire tout à fait remarquable. Donc on voit les assises, ça c'est les premières pierres de fondation, les boutisses. Ce qui est très, très intéressant avec la pierre sèche, c'est que la matière est locale, qu'on n'a pas besoin, surtout qu'on a des chantiers un peu éloignés des routes, de faire venir des tonnes d'eau, du ciment. Et puis le ciment, question carbone, c'est pas extraordinaire. Et puis ça laisse des cavités de partout, et c'est des cavités qu'on va même parfois organiser pour que des serpents, des micro-mammifères puissent y aller, quoi. Parce qu'on pense aussi, bien sûr, à cette biodiversité. Et donc, voilà, ça fait cette petite ligne qui termine tout doucement la plage. C'est aussi des choses très simples. Par exemple, ici, il y avait le stationnement en haut et les gens n'utilisaient pas la rampe qui avait été prévue et donc descendaient directement. Donc, ça faisait une espèce de ravine où les gens se cassaient la figure. Plutôt que d'essayer de dire, non, c'est pas par là, ça n'avait pas été prévu comme ça, je dis, non, on va juste caler des pierres. Donc, on part toujours de celle d'en bas,
en prenant soin de mettre toujours la pierre de seuil ici. Puis on construit l'escalier, et aujourd'hui les gens descendent tranquillement, là où ils ont l'habitude de descendre, et puis voilà, ça fait une arrivée qui est plutôt aimable, agréable. Donc c'est aussi avoir vraiment l'œil sur tous ces usages. Ça veut dire passer du temps, y aller quand il y a un petit peu de monde. C'est aussi des endroits où il y a une forte fréquentation, et là, ça commence à être embêtant parce qu'avec le ravinement, les racines commençaient à sortir. Et une racine qui sort de 10 cm, il n'y accroche pas possible, quoi. Et alors là, on me dit, oh, non, il faut couper la racine. Bah oui, mais c'est un chêne, bon, ça a beau avoir une racine pivot, ça va quand même le fatiguer. Et donc là, j'ai proposé d'incruster des pierres entre les racines. C'est tout simple. Alors, ça veut dire que dans le CCTP, j'ai un poste spécial pierre entre les racines, quoi, avec une description particulière, avec un chiffrage particulier, et donc je décris de façon très précise, voilà, donc ce poste-là. Et les CCTP, hein, c'est les cahiers des clauses techniques particulières. Donc c'est un peu notre Bible. Et dans un CTP, je mets plein de croquis. Enfin, tous les croquis, dont certains sont directement issus de la reconnaissance de terrain. Voilà, donc là, il y a tout. Et plutôt que d'avoir dans ces CCTP, d'un côté, parce que souvent, on a le texte et puis les pièces graphiques à côté. Mais alors, quand on est sur le terrain, qui se met à pleuvoir, il y a du vent et tout ça, et puis que les pièces graphiques sont en format A3, tout ça, ça s'envole, enfin comme ça, il vaut mieux avoir. Voilà. La Bible, il n'y a pas plusieurs morceaux, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc là, il est relié, voilà, et c'est costaud, et on peut s'y référer. Et là-dessus, il y a tous les quantitatifs, il y a le numéro de téléphone de tout le monde, on sait quoi. Enfin, voilà, donc ça, c'est pour la façon dont on arrive à ça. Alors après, ce qui est rigolo, c'est que les gens n'imaginent pas qu'on puisse incruster des pierres entre les racines. Donc ils disent « Oh, un dallage !» Alors, il doit être vachement vieux, hein, parce que les racines, elles se sont infiltrées là-dedans. Le chêne, il a au moins 100 ans, donc le dallage, minimum 100 ans. Waouh, génial. Je fais un dallage qui a déjà 100 ans, quoi. Donc ça, c'est... Et voilà, j'aime en fait faire ces lieux où on ne sent pas quelque chose qui est à la mode du Corten, par exemple. Alors là, on met du Corten partout. Mais voilà, dans 10 ans, ça sera passé, et on dira, ah ben voilà, jusque dans les années 2025, on faisait beaucoup de Corten, donc on voit que y a, voilà, ça c'était la mode, comme le Formica était à un moment la mode, comme ça. Et arriver finalement, encore une fois, hein, par une certaine sobriété, à utiliser des techniques, finalement, le pavage en pierre sèche ou la pierre sèche, c'est à 4000 ans, enfin, les mégalithes l'utilisaient, enfin... Il n'y a pas de discontinuité, quoi. Donc on s'inscrit dans une continuité et on ne donne pas prise au temps. Et finalement, quelqu'un qui va marcher sur un pavage qui soit va être restauré, soit va être réinventé, ben, il marche avec une certaine magie des lieux, une certaine histoire des lieux. Toujours sur le plateau de Millevaches, il y a une tradition qui est les ponts-planches. Alors évidemment, le pont-planche, c'est des pierres plates, parce qu'il y a certaines carrières de granit qui arrivent à nous sortir des belles dalles, et on franchit les ruisseaux sur des ponts-planches. Ben là, du coup, il n'était pas question de faire des passerelles bois, comme on voit un peu partout, et on a refait ça. Alors, bien sûr, hein, il faut aller voir dans la carrière où on peut réutiliser la pierre, mais il y a toujours un conseiller municipal qui sait que, tiens, dans tel coin, il a des parcelles, il y a des pierres, on peut aller les réutiliser. Et donc là, on arrive à, comme ça, choisir la pierre au bon endroit. Et puis, on fait des modelés. Par exemple, là, il y avait un stationnement comme ça, il fallait faire passer un chemin cyclable ici. J'ai juste décaissé, et ça, je ne l'ai pas planté. C'est-à-dire que je ne plante plus, en fait. Je laisse pousser. C'est-à-dire que... En fait, la végétation ornementale m'intéresse plus beaucoup et on se rend compte qu'on fait beaucoup de bêtises pour la biodiversité quand on se met à planter ou à semer. Les espèces qui vivent à un endroit sont adaptées depuis des centaines de milliers d'années, hein, donc elles ont vécu. Et donc la terre qui est là, elle est pleine de graines. Et si on est un peu patient, ce qui va pousser, c'est bien. Alors après, on peut peut-être enlever quelques chardons, mais on va simplement les laisser pousser. Et là, il y a déjà des saules qui ont poussé à droite, à gauche. Ça se patine très très vite, quoi. C'est moins cher, c'est sobre, voilà. Et il suffit de l'expliquer pour que ça soit complètement
entendu par des élus. Bien sûr, hein, pour l'inauguration, ça sera un peu pelé, ou voilà, il y a des rudérales qui vont venir, ça va faire un peu friche, mais finalement, est-ce que c'est gênant? Non, on fera un petit coup de fauche, et ça fonctionne très très bien. Voilà, donc là, je suis tombé aussi sur une vieille pêcherie. Donc là, c'était presque un regard d'archéologue. Voilà, il y a un petit point d'eau, et puis il y a de la sphène, une petite tourbière. Bon, ben là, voilà, donc restauration douce de l'ancienne pêcherie. Et puis, le problème, c'est qu'il y avait des risques de VTT qui prenaient en fait la piste en haut et qui risquaient de traverser. Donc, au premier plan, vous voyez là, les produits de la coupe des branches qui ont été coupées, des arbres qui ont été coupés pour faire passer le chemin, en fait, plutôt que de les broyer ou de les mettre en tas, on les a réutilisés pour faire une fascine de branches qui empêche finalement de passer trop facilement d'un sentier de bord de rive au chemin cycliste. Et le fait de ne pas avoir des traversées partout rend l'espace plus grand. Si on peut passer partout, c'est vrai qu'il n'y a pas de zone de quiétude. Donc là, c'est un chantier d'insertion qui a fait le travail. Hein. Ils ont sacrément bien bossé parce que là, ils avaient de la boue profonde. Donc on avait protégé un certain nombre de stations, notamment avec cette sphègne. Hein, et puis, voilà, ils ont restauré la chose. À un moment, le chemin, très très beau point de vue sur le lac, en hiver. Et là, on se dit, bah ouais, mais les bouleaux, là, quand ils vont pousser, quand ils vont faire la feuille, ils nous empêchent de voir. Alors, peut-être que, ouais, il faut couper. Et là, d'un seul coup, et alors en été, d'un seul coup, voilà, on a cette lame de bleu qui vient. Donc, vous voyez, la soustraction, elle est là pour des objets mobiliers ou ça, mais elle peut être aussi là en n'hésitant pas à intervenir sur la végétation. Alors, on aime bien les arbres. Mais des fois, alors notamment en Limousin, où on est quand même soumis à une certaine exode rural, les agriculteurs voilà, sont de moins en moins nombreux, voilà, ça pousse un peu de partout, donc on peut se permettre à des endroits. Alors, autant pour certains arbres, je vais vraiment me battre pour le conserver, parce que voilà, il y a des arbres isolés qui sont en train de disparaître, autant pour d'autres, peut-être que voilà, ces grandes ouvertures peuvent être intéressantes. Et donc c'est à nous, en nous baladant, en disant, ça fait quand même un moment que je sois dans un couloir, il me manque cet appel du lac, je peux l'ouvrir. Et les arbres, en fait, les pêcheurs nous ont dit, vous pouvez peut-être les laisser dans l'eau. Parce qu'en les laissant dans l'eau, donc c'est l'arbre qui est là, on va favoriser en fait des caches pour les poissons. Et ça, c'est un lac qui est très, très pêché. Hein. Il y a du carnassier, du sand, du brochet, etc. Mais ils bouffent tout parce que les petits poissons n'ont pas de quoi s'abriter. Donc, pour la biodiversité, ils disaient, laissez les arbres. Alors, ça fait un peu bizarre parce que ça fait un peu chantier quoi, hein, de laisser. Et puis, la Fédé de pêche, quand elle m'a appelé pour réfléchir à ces dispositifs de concentration du poisson, dispositifs, donc les DCP, on peut dire, ouais, on va faire des DCP, c'est quoi, les dispositifs de concentration du poisson. Ils étaient très contents parce qu'ils avaient trouvé que le parpaing était quelque chose de formidable, parce qu'en coulant des parpaings, il y avait des caches pour les petites perches, et puis on pouvait mettre des gaines, des grosses gaines, donc type drain, voire des gaines électriques, comme ça, tubulaires, parce que là, ça faisait des caches parfaites, quoi. Et ils montrent des photos sous-marines, qui montrent ça. Mais c'est dégueulasse, on dirait une décharge. Elle dit, ouais, mais regarde, il y a plein de petits poissons. Ouais, mais quand le lac va baisser, on va vraiment croire que c'est une décharge, quoi. Et là, d'un seul coup, il était tellement focalisé sur la fonction de concentrer le poisson, qu'il en avait oublié que c'était une grosse bouse, quoi. Encore une bouse de vache, c'est plus propre que ça. Et donc je dis, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen ? Et là, je me suis souvenu de mon arrière-grand-père qui pêchait les crevisses au fagot. Il mettait des fagots comme ça, avec un peu de viande dans le fagot, il laissait une nuit, il rattrapait, alors là, 150 écrevisses. Et donc finalement, des fagots, comme il y a des travaux de réouverture de chemin, etc., plutôt que de les broyer, on peut Et puis c'est des souches, et puis sous le lac, qui est un lac de barrage, il y a des ruines de partout, des murs. Et là, j'ai eu la chance de passer aussi avec le sondeur où on voit toutes ces ruines. Je dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas finalement une espèce d'archéologie sous lacustre à faire où on va restaurer des murs pour faire des caches à poissons, mais en même temps pour ne pas oublier que c'était habité.
avant que le lac soit là dans les années 50, quand il est arrivé. Donc vous voyez qu'on mêle finalement des traces historiques avec quelque chose, voilà. Donc là, on peut passer du parpaing simplement à quelques pierres, avec des beaux brochets. Alors voilà, donc vous voyez, c'est des choses qui ne se voient pas, puis enfin, simplement, juste d'avoir mis ces branchages, là, empêche le passage, mais on n'a pas une clôture avec un panneau qui dit « ici, vous ne passez pas, interdit », parce que ces panneaux, on en a, enfin, voilà, on en a marre quoi, de se faire guider. Donc comment arriver à doucement canaliser les gens sans que ça se sente ni ça se voit trop. Des choses comme ça, la végétation vient par-dessus, ça fait quelque chose d'assez inextricable, et ben voilà, quand on se frotte à ça, on n'a pas trop envie de passer, quoi. Voilà, parce que là, l'enjeu, c'était d'avoir vraiment le sentier à créer en bord de rive, et puis le chemin des vélos qui est en haut, parce qu'on se rend compte de plus en plus que même si on est en vélo, alors surtout aujourd'hui avec les vélos électriques, ils vont très très vite. Et qu'un vélo électrique, quand il arrive sur un petit sentier piéton où il y a un pêcheur d'une famille comme ça, et qu'il arrive à toute blinde sans faire un son, il y a des conflits d'usage. Et des conflits d'usage qui aujourd'hui sont importants. Hein. À Porquerolles, ça fait un moment qu'ils vivent ça, ils ont interdit du coup les vélos, parce qu'il y a eu des blessés, quoi. Et donc on a essayé de mettre en place, ben voilà, piéton d'un côté, cycliste et équestre de l'autre. Alors des fois, voilà, c'est pas toujours respecté, alors on est obligé de... Bon, non, pas vélo, pas cycliste, quoi. Enfin, voilà, on rehausse un petit peu la chose, mais avec ces quelques panneaux, vous voyez, donc c'est des pictos 10 cm sur 10, ça reste très, voilà, très modeste, il y a juste un poteau, c'est du chêne du coin qui n'est pas traité, donc là aussi. Et le sentier, il est juste, voilà, on a juste décrouté un peu, dans les parties humides, on a rapporté un peu de tuf, enfin de stabilisé granitique pris dans une carrière locale. Donc vous voyez, l'attention qui est prêtée aux approvisionnements les plus proches, au fait, par exemple, que dans les CCTP, je n'utilise pas le mot terrassement, par exemple, parce que là, il y a des moteurs de recherche pour les grosses boîtes qui disent terrassement, tac, tac, et je réponds, quoi. Donc là, j'essaye pour avoir des artisans. Et ne pas avoir des artisans qui sont en sous-traitance de ces grosses boîtes, Eurovia, Colas, machin, comme ça, et qui les traitent enfin, en les payant une misère. Et du coup, donc, essayer de travailler avec les petits artisans. Alors, des fois, c'est compliqué parce que ces artisans répondent DC4, DC2, mais c'est quoi, quoi. Et puis, j'ai pas le temps, quoi. Donc, bah, des fois, je suis obligé de dire, bah, tiens, là, je te télécharge le Cerfa, là, puis tiens, réponds. Enfin, donc, essayer d'aider un peu des artisans, enfin, et notamment les muraillers, par exemple. Bah, ils travaillent plutôt pour le privé, pas beaucoup pour le public, parce que c'est compliqué de répondre au marché public. Donc ça, c'est voilà, quelque chose qu'on peut aussi essayer de réfléchir. Là, il y avait une petite entreprise, et puis il y avait le pelleteur, ravi, très content, parce que lui, c'était un pêcheur, il avait son bateau à côté, donc génial, comme ça. Et comme on a arraché tous les bancs, les tables de pique-nique de cette petite base de loisirs, ça, c'est des futurs bancs. Ouais. Et donc, on a été choisir ces pierres qui avaient été bousculées, parce qu'il y a eu un pare-feu qui a été construit. Donc, voilà, on les a pris, puis on les a posés. Et aujourd'hui, ça se pose, mais ça ne s'impose pas comme un mobilier. Puis ça, voilà, on n'aura pas à les changer demain quand même. Hein. Le granit, c'est du granit dur. Et puis, tout un travail qui est fait parce que les camping-cars, les voitures avaient l'habitude de descendre jusqu'en bord de lac. Et en faisant le tour du lac, parce qu'il y a un sentier qui fait le tour du lac, on tombait à chaque fois sur un camping-car avec le barbecue, le machin, donc obligé de les contourner. Enfin, c'était assez désagréable, quoi. Donc, finalement, on s'est entendu pour laisser les camping-cars sur la partie haute, mais pour les empêcher de passer, c'est juste un petit bourrelet de terre. Alors, on a décrouté le bitume qui est là, qui est en train de s'enherber. Puis là, quand même, on sentait que ça allait pousser un peu. Donc, dans quelques pieux de châtaigniers écorcés plantés à 40 cm de hauteur. Vous voyez, quelque chose, même pas besoin d'un panneau. Enfin, voilà. Sobriété, et puis ça va griser, ça va disparaître. Et puis surtout, plus bas, ça c'était le décroutage. Donc on a enlevé du bitume, donc soustraction. Vous voyez, on a enlevé et puis on a laissé pousser ensuite c'est ce qui vient dehors. Alors un autre site, quand on descend un peu du plateau de Millevaches, là il y a un endroit où il y a une petite butte et sur ce dôme qu'on appelle les pierres jaumâtres,
des très grosses boules de granit magnifiques qui sont là. Alors, par les croquis, je montrais que il y avait des photos anciennes qui montraient quand même ces pierres dans une grande lande à bruyère. Et puis tout ça, ça a poussé. Et donc là, on a travaillé tous ensemble pour essayer de voir quelle clairière on pouvait ouvrir autour de ces pierres. Et donc pour ça, ben voilà, des relevés. Donc là aussi, hein, dans tous ces projets, j'utilise très très peu de relevés de géomètre. Hein, donc c'est aussi la sobriété des outils utilisés. Hein. Donc c'est simplement des photos aériennes prises sur géoportail, agrandies, mis à l'échelle au 500e, tirées pâle, et dessus, on croque, on dessine. Et le fait de faire ces repérages, dire, bon, là il y a combien ? 1, 2, 3,50 mètres. Ok, là ça fait 3,50 mètres, donc là je note 3,50 mètres au 500e. Et donc, alors j'ai toujours le Pudge avec moi. Et ce travail de repérage, c'est-à-dire de ne pas déléguer le relevé à un géomètre ou autre, mais le faire soi-même, c'est apprendre vraiment le terrain dans toute sa puissance, sa finesse, quoi. Et ça fait partie finalement, parce qu'on est un peu obligé de passer partout, et quand je relevais toutes les pierres, il y a des pierres que j'ai été chercher, dont je connaissais à peine, et puis ça permet, vous voyez, ces murs de pierre qui sont là, je les avais à peine vus, puisque le chemin passe là. Aujourd'hui, le chemin, il passe entre les deux murs de pierre, là où il passait avant. Mais ça, c'est le relevé qui m'a permis d'aller jusque-là, quoi. Et donc ça, c'est les croquis chantiers. Alors le croquis, il est fondamental, bon, bien sûr pour la reconnaissance, mais alors en chantier, ça c'est l'arme absolue, quoi, parce que on discute avec un artisan, on dit « Ah, mais là, j'ai mis une seule pierre, là, 3 pierres, est-ce que tu penses que ça va ? Ouais, mais alors celle-là, je trouve que ta pierre, elle n'était pas assez comme... Si tu pouvais juste en caser une ici, et puis là, on laisse comme ça. Alors je dessine comme ça, ouais, mais là, avec ce que j'ai, je peux faire ça, alors je redessine comme ça. Ok, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il sort le portable, clac, il photographie le croquis. Et donc, en fait, le compte-rendu de chantier, qui arrive toujours trop tard parce que le travail est déjà fait, ben là, alors, je fais quand même mes comptes-rendus de chantier, ça c'est très très important, mais voilà, ça fonctionne. Et du coup, voilà, on suit. Donc là, il avait quand même tendu... alors je me bats quand même beaucoup contre le fait de poser comme ça des cordeaux, parce que, en fait, les murs paysans, souvent dont on s'inspire, il n'y avait pas de cordeaux, enfin, on était sur des courbes. Moi, je suis toujours étonné, par exemple, là, sur le cirque de Navacelle, là, ils sont en train de refaire le muret de la route qui descend, et les anciens murets, ça fait une courbe parfaite. Aujourd'hui, c'est des faces. Je dis, mais arrêtez, quoi. Donc là, dans pas mal de chantiers, j'interdis le cordeau, quoi. Mais alors, mais ça va pas être droit, on va croire que je ne sais pas faire le travail, mais c'est pas grave, si c'est un peu courbe, enfin voilà, c'est ça la patine, quoi. Donc arriver à faire comprendre aussi à des artisans que l'esthétique n'est pas obligatoirement la géométrie absolue. Et ça, c'est un peu AutoCAD aussi qui nous plante là-dedans, parce que c'est vrai que ça nous fait des droites comme ça. Moi, j'ai pas AutoCAD. Je fais des projets à 800 000 € sans AutoCAD, quoi. Donc c'est possible, hein. Tout le calque, voilà. Vous voyez, sobriété. Et je me rends compte finalement que voilà, faire des métrés, c'est des calculs, c'est pas si compliqué que ça. Et en fait, c'est pour ça que j'ai pas l'impression d'être une agence, mais plutôt une espèce d'atelier artisan, quoi, du paysage. Vous voyez, là j'avais dit, tiens, il y a une dalle, elle est un peu glissante. Il faudra sculpter des marches, quoi. Donc, mais oui, mais comment je fais pour sculpter des marches ? Donc là, on les a intégrées. Donc ça, c'est le maire derrière qui a bien mis ses pas. Oui, là, ça va. Donc, alors le problème, c'est si je marche, si je commence avec pied droit dans le pied gauche, je vais me casser la figure. Ouais, mais ça, vous êtes assez intelligent pour bien. Voilà. Donc, oui, allez, ça va aller. Et donc, on a fait. Vous voyez les marches en haut. Qui sont juste émoussées comme ça, voilà, qui suggèrent simplement que voilà, on peut mettre les pieds ici. Alors après, le maire dit « Ouais, mais si les gens se croisent... » Bon, alors ok, donc on a quand même fait un petit escalier en pierre sèche à côté, parce que pour lui faire plaisir, pour que les gens puissent se croiser. Personne, il n'y a pas une fréquentation énorme, donc, mais bon, des fois, il faut passer. Donc, vous voyez, tout ça, c'est que de la pierre sèche. Et cette pierre-là, en fait, elle était sous l'humus. Et quand je l'ai trouvée, je me suis dit « C'est sur celle-là qu'il faut qu'on s'appuie. » Donc, juste un tout petit peu plus loin, il y a une grande lande qui a été ouverte pour des raisons purement naturalistes. C'est-à-dire qu'il y a du Natura 2000, c'est cette protection européenne, il y a des sous pour ça, qui permettent en fait de restaurer des milieux naturels
Parmi les milieux naturels sur ces plateaux granitiques, il y a les landes. Les landes, c'est des milieux qui sont en train de disparaître parce qu'ils se boisent très facilement. Donc là, il y a tout un travail qui a été fait pour réouvrir ces landes et faire pâturer. Et là, la chance, c'est que j'ai pu travailler sur la limite de la lande. Et plutôt que d'avoir un grand carré comme ça, on a vraiment travaillé avec les courbes de niveau, un vieux mur, aller jusqu'à la route pour ouvrir la vue sur les landes. Et dedans, on a créé un sentier. L'habitude dans ces landes humides, c'est le platelage. Alors là, et du coup, le Conservatoire des espaces naturels qui nous a accompagnés là-dessus dit « Ah ben là, il faut faire un grand platelage. » Et le platelage, il y en a marre, quoi. On ne peut plus avoir un marais, une tourbière sans avoir le platelage. Alors ça fait très bien sur les revues de paysages et d'archi, un grand platelage, grand geste comme ça. Mais c'est très artificiel, quoi. C'est-à-dire que ça fait du bruit, on est au-dessus, finalement, du milieu. C'est un peu comme si on se disait oh, la nature est méchante et sauvage, je risque de m'y enfoncer, de me griffer, donc je m'extirpe. Ou alors, au contraire, l'homme est très méchant pour la nature, et si jamais il met le pied là-dessus, il va tout écraser. Donc ça veut dire que ce platelage qui nous éloigne, et on en voit des kilomètres, enfin, les Québécois, là, j'ai fait une randonnée au Québec, on a fait 5 kilomètres, j'ai pas mis le pied par terre, que sur des platelages, avec des machins, alors vachement beaux, hein, des fois qui s'élevaient, tout ça, belvédère, horrible. J'ai pas eu l'impression d'être les pieds sur terre, quoi. Et donc, ce platelage, en fait, nous éloigne complètement de ce qu'on va rechercher dans un milieu naturel, c'est d'être en contact avec les éléments. Les pieds sur terre, se mouiller peut-être un petit peu, risquer de frôler. Alors, bien sûr, on va laisser l'eau s'écouler par des chenaux, des fois on va passer par-dessus, mais ce sont des passerelles, pas des platelages. Et bizarrement, ce sont les naturalistes gestionnaires de réserves naturelles, de parcs nationaux, qui sont les premiers à dire si, il faut des platelages et des panneaux. Alors aujourd'hui, l'aménagement classique, c'est un panneau Natura 2000 et un platelage, quoi. Et combattre ça, pour aller vers plus de sobriété, de simplicité, c'est pas toujours très, très, très évident. Et là, il y avait, alors dans l'appel d'offres, il y avait 25 panneaux, et là on a dit, on ne mettra pas de panneaux, sauf à un endroit. Et là, j'ai trouvé ce grand Douglas, magnifique, là, vraiment. J'ai fait une sieste au pied, là. Puis quand je me suis réveillé de la sieste, c'était beau, il y avait ce lac. Je me dis, ouais, c'est là, hein, c'est super. Enfin, vous voyez, je me suis autorisé, ce moment incroyable, c'est vachement agréable. Mais ça, on peut le faire que quand on est tout seul, parce que sinon, on ne fait pas la sieste à plusieurs. Enfin, c'est souvent difficile, quoi. On fait autre chose. Mais, alors, vous voyez, et là, donc, alors, là, j'étais parti sur la discussion avec l'inspecteur des sites, qui a fait naître ces façades. Alors bien sûr, hein, le Douglas a un système racinaire assez superficiel et traçant. Donc à chaque fois qu'il y avait une racine, pouf, on a fait une arche et pour pas couper les racines. Donc, et avec ce dallage là, ça permet de s'asseoir et donc l'information, elle est venue en lave émaillé juste sur le couronnement, à l'horizontale, avec des dessins que j'ai pu faire du panorama. Donc vous voyez des choses, là aussi, très simples. Et comme la commande était quand même un sentier d'interprétation, classiquement, on fait des choses en plastique qui disent sentier de comme ça, et puis je me dis, mais quand même, là, c'est un peu dommage. Donc j'ai sculpté cette petite dame, vous voyez, qui est appréciée par les oiseaux quand même. Il lui chie sur la tête, content. Enfin. Et c'est du bois polychrome. Hein, donc j'ai fait un prototype, sculpté ça dans mon atelier. Puis après, il y a un artiste dont le père est même sculpteur, là, Jean Estac. Donc là, c'est Vincent, son fils, qui a sorti ça. Alors ça, c'est aussi issu de représentations. Ça, c'est un baptistère de l'église donc de Royères qui est à côté avec cette femme. Et en fait, plutôt que de faire un sentier d'interprétation strictement sur le monde naturaliste, j'ai travaillé avec Bernard Blot, qui est un poète et conteur, et qui a écrit un conte magnifique, La femme cavale, qui est poursuivie par une meute d'hommes dont on ne sait pas très bien s'ils veulent la tuer ou l'adorer, et cette femme va leur faire passer des étapes successives. Voilà. Et
ça a été un vrai bonheur, quoi. Alors, c'est avec lui que j'ai appris à compter aussi, hein. Donc, voilà, on fait des spectacles ensemble. On vient d'écrire un livre qui s'appelle Chronique de Creuse, où lui écrit, je dessine. Enfin, c'est voilà, un grand bonhomme. Et finalement, comment raconter ça? Et on a décidé, en fait, de le raconter par des images. Vous voyez, là, il y a d'abord le croquis, puis après, j'en ai fait un modelage. On a travaillé le modelage avec le sculpteur. Et on a trouvé les pierres, et Vincent, du coup, a sculpté. Alors, des fois, j'ai aidé, parce que j'ai aussi mes outils de taille de pierre, j'ai parfois quelques missions de sculpture, donc ça, j'aime bien. Et donc, il a sculpté, par exemple, voilà, cette femme, on voit cette meute d'hommes qui est là, puis cette femme qui s'envole comme ça. Et finalement, et alors ça, c'est une pierre qui est sous l'eau quand le lac est vraiment au plus haut. Et pour beaucoup, quand même, faire une sculpture qui va être sous l'eau, c'est donc pareil, hein, sculpture très très ancienne. Il y a même un gamin qui a dit « Oh, un fossile !» Voilà, un fossile dans le granit, j'étais assez fier quand même. Et cette sculpture, elle change là. Là, par exemple, il y avait le pollen du pin sylvestre, ce jaune très très délicat qui s'est déposé. D'un seul coup, et à chaque fois que je passe, elle est différente. Puis des fois, il y a des branchages. Donc il y a le panneau d'entrée qui montre toutes ces sculptures, qui fait le lien. Et puis il y a juste un petit distributeur avec servez-vous. Et donc les gens se servent et ont un petit guide voilà, de 4 pages. Ça nous évite de mettre de l'écrit sur le site. Et ça, c'est très très important, finalement, de laisser les paysages sans écrit. C'est incroyable comme l'écriture attire. Oh, là, ah bah oui, il faut que je lise. Là, prix du public, vote et exposition, clac. Et ça débranche la partie du cerveau qui est celle du sensible, le gauche, et ça fait fonctionner le droit, quoi. Et il y a une prédominance. C'est pour ça que la publicité est une horreur. C'est vraiment une prédation du paysage. Il faut lutter contre la publicité. Et c'est pour ça que dans les sites classés, d'un seul coup, on se dit « Ah, je suis bien là ». Pourquoi? Parce que la publicité est interdite, quoi. Donc là, travailler avec des élus pour combattre la publicité, qui est quand même quelque chose qui est extrêmement frustrant, parce qu'on nous dit toujours, vous voyez, ça, vous l'avez pas, nananère, mais il faut l'acheter, parce que moi, ça me rapportera de l'argent, quoi. Mais c'est une manipulation. Enfin, de toute façon, les principes publicitaires, c'était la propagande, hein, vraiment la propagande telle que les nazis la mettaient en place, qui a été réutilisée par les publicitaires. Donc ça, lutter contre la publicité est vraiment, enfin, en tout cas l'affichage publicitaire, mais pratiquement toute publicité, est vraiment une œuvre de salut public, hein. Et ça, arriver à convaincre un maire que peut-être il faut faire un RLP, hein, le règlement local de publicité, pour diminuer. Il y a encore plus d'1 million de panneaux publicitaires illégaux en France. Il y a de quoi faire, hein. Il y a beaucoup à faire. Et du coup, on s'applique cette règle à soi-même, et du coup, sur ce cheminement, pas d'écriture, simplement ces gravures qui vont s'égrener et raconter une histoire. Puis à un moment, alors moi j'étais vachement content, ces gravures, j'étais content, puis je rencontre une dame qui dit « Ah ben vous voyez, on a travaillé, et alors les sculptures, vous les trouvez comment ?»« Ouais, ça m'intéresse pas beaucoup, mais comme elles sont discrètes... Alors au début, merde, elle l'a pas vu. Et puis finalement, je me suis dit « Mais c'est vachement bien. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à ça, finalement, c'est suffisamment discret pour que le regard glisse. » Et elle a vu... finalement, la beauté des ambiances, voilà, c'était réussi, quoi. Même si au début, ça m'a un peu chagriné, quoi. Voilà, on termine par cette sculpture-là, qui est la pierre de l'énigme, quoi dans c'est trop ou c'est trop peu fera demain le bonheur des gens d'ici. Donc si vous allez sur le lac de Vassivière, vous allez à Royères, vous prenez ce sentier de la Lande du Puy de la Croix, puis vous aurez l'énigme. Voilà, et donc, sur le plateau de Millevaches, il y a un esprit de collectif, de partage, pratiquement, sur des communes qui font entre 50 et 300 habitants. Hein. Déjà, 300 habitants, c'est la grosse commune. Il y a un nombre d'associations incroyable. Je crois que c'est d'ailleurs, par tête d'habitants, le nombre le plus important d'associations qui existent, quoi. Donc, et du coup, dès qu'on fait des travaux comme ça collectifs, il y a toujours beaucoup de monde, et on se balade. Et on va... Et voilà, et donc c'est ce que je vous racontais. Par exemple là, Stéphane Grasser, qui est urbaniste et donc directeur d'une agence d'urbanisme rural qui s'appelle l'Arban, avec qui je travaille beaucoup, fait l'arbre. Après, c'est le maire qui a fait l'arbre, donc le parapluie. Et le maire, on l'a déplacé comme ça pendant
10 minutes. Mais c'est long, hein, 10 minutes avec un peu plus à droite, comme ça. Oui, là, un peu plus. Oui, je monte en haut du village pour voir si c'est bien placé. Ouais, là, c'est bon. Et au centimètre près, on a fait l'implantation de l'arbre. Du coup, tout le monde était très content, mais le maire m'a dit « Ouais, mais quand même, il faut des voitures, hein, parce qu'il y a l'école à côté. Ah ouais, mais la place, elle est quand même toute petite. Bon, ben, on va faire venir les voitures. Et là, combien il faut de place? Là, il en faut bien 15, hein, parce que quand il y a tout le monde... Et on a fait venir 15 voitures. Il m'a dit « Mais non, mais tu les mets où ?» Et quand il a vu 15 voitures sur cette petite place, « Ah, non, je peux pas. 5. » Alors là, on a refait le bazar, comme ça. 5. Oh non, mais c'est... Allez, une place handicapée, et puis de toute façon, là-bas, j'ai une parcelle communale, peut-être que je peux obtenir... Ouais, si on faisait le stationnement là-bas, enfin... Et c'est vraiment... Mais je serais arrivé en disant... À 11h du soir en conseil municipal, après les voiries, le chauffage de la mairie et de la salle des fêtes, il ne faut pas de voiture sur la place, mais je me faisais balayer. Le fait d'expérimenter et de voir d'un seul coup toutes ces voitures qui sont là, comme ça, ça m'a permis d'aller vers... voilà, donc là, il y a des habitations. Donc, sur la place communale, on pouvait avoir des petits jardinets. Peut-être demain... une grange qui pouvait se transformer en salle des fêtes beaucoup mieux que celle qui est là, et puis l'arbre, puisque une carte postale nous montrait qu'il y avait eu un arbre, un orme, donc là avec la graphiose on n'a peut-être pas planté un orme, mais et on a mangé au pied de l'arbre. Donc là, et là on était déjà à l'ombre, hein, donc tout allait bien, quoi. Donc et tout était implanté, donc on était. Et ça, en fait, je l'ai dessiné tout de suite. C'est-à-dire que vous voyez, la sobriété des outils, c'est de ne pas passer par AutoCAD, les machins, où voilà, on est dans son atelier, tout ça. En fait, j'ai projeté la photo aérienne sur un paperboard, j'ai commencé à dessiner ça, et le dessin s'est mis en place. Et finalement, la validation, elle a été tout de suite. Alors après, bien sûr, il faut passer au chiffrage, voir qui peut faire les travaux. Et on arrive à des choses assez simples. Donc là, par exemple, un petit bourg, pas très loin, et puis ces pauvres arbres... où on a essayé de les enfermer avec des bitumes. Alors bien sûr, les racines, le monument aux morts, l'horreur, un oiseau mazouté, du bitume jusque-là. Enfin, pour les morts, c'est quand même pas terrible, quoi. Donc la réponse, simple. Un arbre, ça pousse dans de la terre, donc la terre, il y a de l'herbe qui pousse, donc c'est de l'herbe. Le monument aux morts, quand même, on peut peut-être avoir un peu de pavage au pied, pavage granit qui vient de la carrière de Soubrebeau à côté, et puis on organise un peu mieux les places de stationnement. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un état dans lequel on a souvent... c'était le moment où les DDE faisaient quand même du chantier, et là c'était du bitume, ou des fois des cabinets de géomètres qui font du VRD au kilomètre, voilà, j'étale du bitume. Aujourd'hui, on en est revenu de ça. Et même les cabinets de géomètres commencent vraiment à travailler avec des paysagistes, commencent à être éveillés à la question du paysage, et... on retrouve des choses très simples, voilà. Et ça, c'est vivant, quoi. On a l'impression que l'arbre, il vient puiser dans les racines, on lui laisse, alors que là, c'était vraiment, je te laisse un peu de place, mais je maîtrise autour. Voilà. Et donc, voilà, abandonner la maîtrise. Alors, je travaille aussi pas mal sur des écoquartiers, et c'est assez étonnant aussi comme on peut aller vraiment vers une très grande sobriété. Par exemple, là, sur cet écoquartier à Faux-la-Montagne, sur le plateau de Millevaches, on voit des maisons là, qui se construisent, alors surtout avec du mélèze, puisqu'il y a une scierie ambiance bois là, qui sort du mélèze vraiment de très très bonne qualité. Et l'intérêt du mélèze, c'est qu'il va griser, et ce gris ressemble exactement à celui du granit. Donc il y a une espèce de continuité, c'est vraiment intéressant. Et dans ce quartier, on est arrivé, par exemple, sur l'éclairage, le syndicat d'électrification, là, d'après les normes, 25 lampadaires. Il dit, non, protection du ciel nocturne, voilà, on en a mis 3. Juste pour et encore, c'est 3 qui vont se déclencher quand les gens vont passer, donc sobriété là aussi énergétique, et qui vont s'arrêter à telle heure. Il y a une partie des voies qui est en terre. C'est-à-dire qu'on n'a pas mis de bitume. Alors là où on a l'image du lotissement avec la voie et les trottoirs bitumés, là, non, même pas, quoi. Et puis, c'était des anciennes parcelles de conifères, notamment celle-là, et la tempête de 99 a tout flanqué par terre. Mais en lisière des conifères, il y avait une rangée de chênes.
Et quand les gens sont venus exploiter le bois, ils ont léché les chênes. Mais ces chênes, on voit qu'ils sont tout tordus parce qu'ils étaient poussés vers la lumière par les conifères. Donc le maire adjoint disait ah non, ils ont aucune. Enfin, ça n'a pas de sens de laisser des arbres complètement tordus comme ça. Enfin, c'est pas beau. Donc qu'est-ce qu'on fait? Je dis mais si ce qu'on peut faire, c'est juste poser la voie sous ces chênes, et en plus il y a un ancien mur de pierre sèche, et ça va donner un peu de maturité. Et on voit bien qu'un chemin comme ça, qui reste en terre, on a l'impression, enfin c'est logique, on est sous la lisière, sous une haie, et les chênes ils sont en train de se refaire une santé. Donc vous voyez, vraiment travailler avec l'existant. Ne pas, et bien souvent quand on voit arriver des projets de lotissement, c'est bon, je fais place nette, faut que ça soit comme ça, je fais mes carrés de chocolat, là, donc cloc, 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 comme ça, puis après j'essaye de planter des trucs qui ne pousseront jamais parce qu'on est sur du remblai, que de toute façon, si au moins on fait attention à ce qui est, c'est-à-dire une haie ici, même si elle n'est pas extraordinaire, dans une haie il y a plein d'arbustes, en plus c'est des corridors écologiques pour les insectes et les oiseaux, enfin, et vous voyez, les abords, c'est du genêt qui pousse, ça c'est un logement passerelle. C'est un logement qui est fait pour que les gens, quand ils viennent en autoconstruction sur le plateau, des fois c'est un peu compliqué parce qu'ils sont sur un chantier, ils sont obligés de louer tout ça, donc il y a un logement qui est fait pour les accueillir avec un garde-meuble comme ça, où ils vont essayer un premier métier, enfin voilà, et donc c'est dire, est-ce que vous passez un hiver sur le plateau, vous verrez si vous voulez rester, quoi. Donc, et grâce à ça, on a des gens qui sont restés. Alors il y a des murs de pierre sèche qui se font, donc on a beaucoup travaillé avec les habitants en faisant des ateliers d'écriture architecturale et paysagère. Donc là on avait l'ABF qui était aussi avec nous, qui nous a donné un sacré coup de main, il y a le CAUE qui a intervenu, la Marin Baudin, donc qui intervenait, qui ont fait une très très belle maquette, et donc on a assuré cette permanence pour accueillir finalement les futurs habitants et les conseiller. En plus, il a fait cette première maison dans laquelle il a habité avant de faire la grosse maison, dont on reconnaît la maison, donc, et puis là, il a planté. Puis progressivement, les maisons se sont mises en place. On avait quand même donné des critères en fonction de l'emplacement. Donc ça, c'est la montée, c'est le seul endroit où on a bitumé la route, comme ça. Puis après, alors, il y a quand même des choses qui sont arrivées, alors des très, très beaux volumes, mais des choses qui sont à côté. Mais ça, c'est toujours la difficulté, jusqu'où on va dans le règlement. Par exemple, ça, c'est un faux mur de pierre sèche. C'est-à-dire qu'en fait, il est bétonné. Il y a cette horrible bâche plastique. Aujourd'hui, on n'en met plus de ça. Enfin, parce que là, c'est au bout de 20 ans, tout ça part en miettes, ça fait une pollution au microplastique absolument abominable, ça part, et pourtant, il s'en pose. Et puis, une grosse rampe. Et là, on n'a pas plutôt... Bon, c'est des retraités de la région parisienne là, qui se sont fait leur maison de vacances là, mais... Puis il y a alors des choses un peu étranges qui sont arrivées. Donc ça, sur le règlement, on n'avait pas vraiment prévu. On pensait que ça allait être comme ça. Sur le RAL, il n'y avait pas vraiment ça. Dans le nuancier du CAUE, il n'y avait pas... Enfin, comme ça. Bon, c'est un peu étrange quand même. Mais finalement, il y a de l'énergie. Mais des fois, on est surpris quand même dans les écoquartiers par des choses qui osent, quoi. Alors après, là, voilà, on glisse, on abandonne le plateau et puis on arrive sur une petite dépression, une des rares dépressions sédimentaires de Creuse. Et c'était des grands marais à cet endroit-là. Et donc, au moment plein 18e, c'était Haussmann. Donc là, on faisait des grandes travées. Là, on a commencé à faire des parcelles bien carrées. Mais on a laissé une flaque, un étang, l'étang des Landes, qui est devenu une réserve naturelle. Alors, quand j'ai regardé la photo aérienne, cet étang qui est d'un bleu magnifique, là, il faisait un peu bouse de vache, quoi. Je me dis, mais c'est un peu compliqué d'argumenter la beauté d'un étang avec de l'eau un peu marronasse comme ça. Donc j'ai fait une carte des paysages avec un bleu plus resplendissant. Donc vous voyez comment, des fois, la représentation cartographique, redessinée au crayon de couleur, je le fais faire beaucoup à mes étudiants de Versailles, permet d'avoir une représentation. Et là, en fait, j'ai essayé de scénographier, cartographiquement, l'arrivée. Le stationnement qu'on va mettre éloigné de l'étang, la boucle proche où on va arriver sur la maison de la réserve,
là des petites boucles comme ça, et après le cheminement. Donc là, on voit qu'on propose à chaque fois, dans ces cercles concentriques, finalement, une façon d'aborder le site. Donc ça, c'est les plans réalisés d'après la photo aérienne, avec le projet qui se dessine. Ça, c'est le plan DCE. Et là, il n'y a pas de relevé de géomètre. Et c'est des plans qu'on sort sur le terrain avec l'archi en charge de la maison de site. Donc ça, ces réunions de terrain sont vraiment importantes, plus bien sûr des croquis qui montrent la façon dont on scénographie la chose, les camping-cars qui étaient gênants qu'on a repoussés plus loin. Et puis les moments du chantier, les réseaux aériens qu'on a abandonnés. Et puis là, sur un chenal, une petite passerelle qui s'y met. Donc la passerelle se met en place avec la maison qui se met en place. Et à l'intérieur de la maison, une scénographie un peu travaillée avec reprise finalement de la carte que j'avais dessinée au sol et des oiseaux, des poissons qu'on va pouvoir déplacer en fonction des différentes migrations d'oiseaux. Et un soin apporté aussi à bien mettre en valeur les murs, puisque là, dans ces murs, il y a aussi bien des pierres volcaniques, du granit, des tufs, etc. Et ça nous est raconté alors par mon père qui est géologue, qui du coup nous a un peu rendu lisible finalement tout l'intérêt d'avoir cette pierre locale qui raconte l'histoire du pays. Et alors, on avait sur cette réserve naturelle des quelques problèmes, notamment quelqu'un qui venait prendre de l'eau ici pour donner à boire. Donc on a créé un autre point d'eau à côté parce qu'il avait remblayé cette zone-là et avec le chemin qui arrivait là. Et ce chemin-là, avec ces deux ornières, il fallait le réduire. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai creusé l'une des ornières, celle qui était côté lac, et j'ai remblayé l'autre. Et donc ça fait un chenal. Et ce chenal permet de dire, quand vous prenez ce cheminement qui va vers l'affût, finalement, ne traversez pas. Et 2 ans après, qui pense qu'il y avait un chemin, là, plus grand monde, quoi. Donc, vous voyez aussi, c'est des choses extrêmement simples, et surtout on laisse pousser, quoi. Si on avait commencé à mettre du goutteg ou du plantation, là on était foutu, quoi. Donc, et là, tout ce qui vient et qui a poussé est extrêmement intéressant d'un point de vue botanique. Alors il y avait aussi des demandes comme de faire des mares pédagogiques. Alors au début, les naturalistes disaient, on va faire une mare toute ronde ou en forme de haricot malade, là, comme ça. Et je dis, mais non, on va étendre la chose comme si le fossé s'était étendu. Et donc ça fait comme quelque chose qui s'est un peu inondé. Donc vous voyez la sobriété dans la facture. Alors il y a un endroit, quand même, je me suis dit, il y a une petite presqu'île, et puis j'ai capturé une couleuvre à collier. Magnifique, une couleuvre. Je ne sais pas si vous avez déjà tenu un serpent dans ça s'entoure, ça a une force. Et elle s'est mise à serpenter comme ça. Je me suis dit, il faut peut-être aller vers... Donc là, c'est vraiment une rencontre animale qui m'a inspiré dans la création de cette petite passerelle. Vous voyez, donc j'en ai fait quand même quelques-unes. Tout un travail aussi sur le plessage, qui consiste en fait à couper à moitié une branche et à la casser et à la tresser. C'était utilisé très fortement, notamment pour empêcher les animaux de passer et faire du bois de chauffe, etc. Donc là, on a vraiment réutilisé ces techniques anciennes du plessage. Et puis, on a été au bord du stationnement, planté, mais pour ça, on a transplanté. C'est-à-dire qu'il y avait une zone qui était pleine de petits chênes hauts comme ça, que la réserve voulait réouvrir pour permettre justement des nidifications d'oiseaux qui sont plutôt inféodés à des prairies. Et donc, on a prélevé et transplanté. Et donc ça a été une plantation collective avec les gamins, avec donc là, Sébastien de la réserve, le conseiller départemental qui est là. Et puis il y a un endroit où il fallait trouver un affût, et là il y a ce très beau boulot qui m'avait vraiment touché, et c'est d'ailleurs un habitant qui m'a dit, tiens, viens voir, je vais te montrer, il y a ce boulot, il y en a 3 les uns à côté des autres, et là on n'avait qu'une envie, c'est d'être un peu... comme les rats musqués des castors, s'enterrer. Donc je me dis, bon, ok, il faut s'enterrer. Donc essayer de réfléchir. Donc voilà, des relevés comme ça suffit pour le chantier. Et comme j'avais travaillé en Grande Brière pour faire des
des meules de chaume, on a travaillé. Donc voilà, c'est le cheminement. Alors bien sûr, hein, des fois, il faut quand même arriver à pied sec, mais on peut arriver à voir juste ce remblai. Et puis là, utiliser des gaulettes de châtaignier, du châtaignier juste écorcé. Vous voyez la protection des arbres, très important ça, parce que la plupart du temps, l'entreprise, quand elle arrive, un coup de godet à droite, un coup de godet à gauche, et puis voilà, on blesse l'arbre, et ça va très, très, très vite. Et donc, on a refait du chaume, et on a retrouvé une entreprise qui savait encore faire le chaume, avec ses gaulettes. Alors bien sûr, à l'entreprise, donc les menuisiers, ils avaient lu bien sûr le CCTP un peu trop vite, et ils avaient chiffré avec des pannes de Douglas 10-15, quoi. Elle dit, ben non, regardez, c'est marqué, c'est du châtaignier 15-14 de diamètre et écorcé. Ah ouais, mais ça va bien le Douglas. Ah ben non, ah ouais, ça va être plus cher. Ben ouais, mais... Et puis, du coup, il a trouvé un voisin qui avait des châtaigniers, il les a coupés lui-même, il les a écorcés. Enfin, voilà, filière assez courte. Et puis, pour le coup, un peu moins de Douglas planté sur le plateau de Millevaches, ce qui fait quand même du bien. Donc très très beau chantier, enfin voilà, moi j'ai appris beaucoup de choses là-dessus. Il y a même un arbre qu'on n'a pas voulu couper, donc on l'a laissé à l'intérieur, étanchéité moyenne. Mais bon, s'il y a quelques gouttes à l'intérieur d'un affût, c'est pas si grave que ça. Et puis on a vraiment travaillé, alors avec le copain architecte, là, Gérard Peter, là, toutes les affûts pour finalement à la fois regarder les oiseaux, mais avoir des vues sur le paysage, parce que quand on est sur ces affûts ornithologiques, c'est toujours des moments assez incroyables où on va se lever à 5 heures du matin pour voir l'oiseau arriver. Et là, on est vraiment en plein paysage, quoi. Donc on a des très très beaux moments. Voilà, on passe sur la chaîne des Puys. Donc là, j'ai un chantier, mais qui est très compliqué en ce moment sur les volcans. Donc, vous voyez la chaîne des Puys. Donc ça, c'est un dessin que j'ai fait pour montrer le périmètre de la protection UNESCO, hein, donc faille de Limagne. Et là, on voit juste là, en fait, un plateau isolé. Donc on voit bien que c'est comme la montagne de la Serre qui est là. Une coulée de lave, en fait, qui a coulé dans une vallée, et puis qui progressivement, les abords de la vallée se sont érodés et devenus, en fait, c'est l'inversion de relief, clac, comme ça. Et donc ce plateau, c'est le plateau de Gergovie. Donc Gergovie, ça vous évoque peut-être quelque chose, c'est quand même là où Vercingétorix a mis la pâtée à César, donc on est assez fiers, hein, donc quand même. Et on a, grâce à la guerre des Gaules, l'exacte précision de l'endroit où César avait mis ses camps et comment. Et donc on a une ville gauloise qui est là, qui appartient à l'État et qui est monument historique. Donc là, c'est un plateau qui est monument historique. Donc là, assez Mâche, Drac, enfin là, Et donc, première mission, c'est comment on accueille mieux. Et notamment, aujourd'hui, il y a du stationnement un peu partout, les gens peuvent aller partout, il y a un gros stationnement ici. Donc, à un moment, je propose que le cheminement passe à l'intérieur avec un stationnement, l'État dit non. Donc là, on doit être à la version 14 du schéma d'intention. Donc là, il a fallu... Et vous voyez, ces schémas d'intention paysagère, donc c'est des choses très simples, hein, photo aérienne dessous, et puis une légende, finalement, qui toujours... Vous voyez, route, stationnement, piste, sentier, patrimoine visible, bâti. Et grâce à ça, on s'entend. Et là, ça n'a pas été simple entre la Comcom, le département, la région, les services de l'État. Puis là, c'est classement, donc inspecteur des sites de l'Adréal, plus DRAC, plus ABF, plus... et donc réunion à 20 personnes sur les sites. Il a fallu passer, mais plutôt que de plonger dans un projet tout de suite et puis se le faire retoquer, finalement, de passer par ces schémas d'intention qui sont quand même des intentions et assez mobiles, permet finalement de bouger les choses sans que ça soit douloureux. Et on accepte qu'il y ait 14 versions parce que on n'a pas trop investi non plus, quoi. Et là, on est arrivé à ça. Donc, et là, on est en chantier. Alors j'ai mis le panneau de chantier. Je pensais que c'était bien, puis finalement, il y a une poubelle qui est arrivée, la pépère. Donc bon, voilà. Donc, mais les choses se rassemblent. Ça rend humble, hein, finalement, le fait que le panneau de chantier sur lequel on a travaillé soit recouvert par les poubelles. Et là aussi, donc, des cheminements se mettent en place, mais plutôt que d'avoir des cheminements trop tracés. Vous voyez, là, par exemple, on a juste mis une ligne de pierre qui rehausse un petit talus qui était en pierre, avec juste une ouverture. Là, un petit peu de tuf comme ça, et très naturellement, le chemin, il s'est fait.
Et en fait, c'est les gens qui vont le faire. Donc suggérer finalement des tracés pour avoir le moins possible de balisage et avoir une trace qui est presque une trace animale. Voilà, ça c'est un peu l'enjeu. On a donc des buissons qu'on a coupés, et puis il y avait ces ravines qui étaient faites par les motos, et donc là, on a mis des fagots. Donc là, pareil, hein, les fagots c'est comme l'autre, sont coupés, et là, l'entreprise a même réalisé une fagoteuse. Donc là, ils ont inventé la fagoteuse, parce que là, il y avait quand même de l'aubépine, de l'acacia, donc ça pique. Hein. Donc là, ils préféraient faire ça au godet, ils tassaient comme ça, puis après, tous les fagots ont été posés, et ça s'est vraiment très très bien passé. Alors bien sûr, un stationnement à côté du monument de Vercingétorix, là, et là, on a fait un espèce de prototype en rondin qui permet de voir si ça marche, et bientôt, on enlèvera les rondins et on mettra des tas de pierres, des paillas. On a commencé à faire un cheminement qui évite le restaurant. Le modèle de ces paillas du restaurant, c'est vraiment ces tas de pierres qui sont légèrement maçonnés pour que ça permettait au 19e de gagner du terrain pour l'agriculture. Donc là, on réutilise le motif et on va refaire ça. Et on l'a refait également à côté du très très beau musée là, que Jean-Paul Royard, un architecte de Clermont, a réalisé, qui est vraiment un très très beau bâtiment. Il a fait une maquette d'ailleurs qui est dans le musée, dont je me suis inspiré pour faire la perspective des aménagements extérieurs. Et puis après, j'ai commencé à décrire tout ce qu'il faut faire lorsque la route sera enlevée, prolonger la piste. En fait, la difficulté de nos projets, c'est que souvent, autant en ville, on est sur des projets très intensifs, nous, c'est des projets extensifs. Il faut faire plein de choses, mais partout, sur des dizaines d'hectares. Donc il faut arriver, et du coup, il faut cavaler pendant les réunions de chantier parce qu'il faut faire des kilomètres, mais il faut arriver à trouver les lieux où on concentre l'intervention pour que le projet puisse se faire. Et puis là, donc là, il y avait ce choix de faire des paillas extérieurs. Alors bizarrement, avec l'archi, au début, c'était vraiment... on a vraiment bossé ensemble. Là, Jean-Paul est là. Puis à un moment, il s'est crispé. Il avait déjà épuisé deux paysagistes, donc là, j'étais le troisième. Je sais pas, il avait l'impression que je lui volais le projet. Alors Comcom m'a demandé de poursuivre, mais des fois ça se passe bien entre paysagistes et architectes, des fois un peu moins bien. Mais quand ça se passe bien, on a intérêt vraiment à bosser. Donc voilà, les croquis de chantier. Et puis, alors là c'est une photo très récente. Là il est en train de photographier mon carnet, ce qui va permettre d'avoir tout de suite le travail à faire engrangé. Et puis on a travaillé, là la chance que j'ai eue, c'est que du coup, comme je dessine beaucoup, le département a lancé un appel d'offres auquel j'ai répondu, et j'ai été pris avec 3 autres paysagistes pour un travail d'illustration. Donc là, c'est bien, il y avait quand même 70 000 € d'honoraires pour des illustrations, ce qui permettait... Et on a illustré la bataille, et on a beaucoup travaillé sur la façon dont on allait mettre ces éléments, et on les a rassemblés le plus possible sur les terrasses du musée, qui sont des terrasses magnifiques, mais qui étaient presque inusitées, parce qu'il y avait très peu de monde. Et du coup, on a rassemblé. Toujours l'idée de faire des îlots d'interprétation et d'éviter le mitage du panneau. C'est-à-dire qu'on parle du mitage pour les petites habitations, mais il y a aussi un mitage du mobilier. Et si on peut effectivement le concentrer, et ça c'est ce qu'on a fait ici, en racontant l'histoire de la bataille. Donc là, et il y avait déjà quelques mobiliers, notamment une assez belle maquette. Mais alors, je ne sais pas ce qui leur était passé par la tête, ils l'avaient entouré par des gabions. Alors le gabion, je trouve ça horrible. Mettre les pierres en cage comme ça, alors je ne sais pas ce qui se passe. Ça a l'air de plaire à certains paysagistes et certains architectes, et je ne comprends pas. Alors que, je ne sais pas, quand on fait la pierre sèche, c'est noble. Là, on met ça dans des caisses et puis on met ça comme ça. Ça bouge. Peut-être des gens qui ont les nostalgies du Lego, on fait des petits Lego comme ça. Mais c'est triste, quoi. Donc là, j'ai dit non, c'est tellement moche qu'on va virer le gabion. Et puis on va garder la maquette, et puis on va construire un mur de pierre, et on va y accrocher un peu d'interprétation. Et puis, il y avait cette demande aussi d'avoir un monument, un endroit où on rassemble la connaissance géologique en lien avec le patrimoine mondial de l'UNESCO lié donc à la géologie.
Et là, je me suis un peu lâché. Là, j'ai proposé quelque chose, alors qui dans l'immensité du plateau apparaît juste comme une petite, une petite butte. Et en travaillant avec un géologue, finalement, il m'a dit, mais regarde, là, on peut raconter le puits de Sancy, là, c'est le puits de Dôme, là, c'est la Limagne. Et il y avait 5 portions de paysages qui racontaient 5 événements géologiques. Et donc, j'ai travaillé en même temps le dessin et l'interprétation. Et c'est là que c'est vraiment intéressant de ne pas se dire je fais le projet du mobilier, puis après viendra l'illustration. Mais de vraiment mêler finalement avec le même sens et la même énergie à la fois l'écriture et l'illustration et ce qui va recevoir cette... Et donc on n'est plus dans simplement le panneau pupitre qui se balade, mais dans quelque chose qui va se construire en pierre. Voilà, ça, c'est mes étudiants quand ils sont là. Donc on a même mis une carte du monde de la géologie avec l'explication de ce qu'est le patrimoine mondial. Et et du coup ça raconte comment ça explose, ça réexplose encore, ça creuse, puis il y a une coulée de lave qui arrive. Et puis ça creuse, et puis voilà, et puis le plateau est là, quoi. Donc vous voyez comment, avec ces blocs diagrammes, en quelques images, je raconte une histoire un peu complexe, parce qu'on n'est pas encore sûr de tout à fait, parce qu'on n'a pas fait les sondages qu'il faut. Et ça, en fait, je l'ai fait mimer. Alors, vous voyez, là, c'est la faille, donc... Et donc là, elle est comme ça, d'un seul coup ça s'effondre, il y a le lac qui arrive, qui dépose, et puis d'un seul coup ça creuse, la lave arrive, ça recreuse. Vous voyez, et ça c'est vraiment une gestuelle, quoi. Et donc j'ai essayé de le scénographier avec ces gestes comme ça, l'explosion, ballon de rugby, parce que là il y a des étudiants qui jouent au rugby, là, donc, et ça on a fait une maquette collective et vivante. Alors à la fin, ça faisait 60 étudiants en tas, on n'y comprenait absolument plus rien, c'était comme ça, il y en a qui ont failli étouffer de dessous, mais finalement ils ont retenu quand même quelque chose de la géologie, en tout cas un peu plus que mes cours que je fais à Versailles et qui parfois leur passent un peu... Donc voilà, donc ça c'est par exemple un dallage fabuleux qui a été trouvé, et quand ils ont trouvé ça, on se dit on a de la chance, on est pile poil sur l'allée d'allée. Puis ils ont commencé à creuser à droite, à creuser à gauche. En fait, c'était une place d'allée avec des pierres monstrueuses. Le problème, c'est que les archéologues n'ont pas souhaité le laisser et ont recouvert tout ça par de la terre. Donc, voilà, comment évoquer un patrimoine qu'on ne voit plus. Donc, c'est avec ces suggestions donc, que l'on a travaillé et des petits pupitres qui sont posés. Et là, on est dans un cas très particulier parce qu'on n'a pas le droit de creuser. C'est-à-dire que si ça se trouve, à 5 cm sous le sol, il y a une mosaïque. Donc là, interdiction. Donc on ne peut pas planter, on ne peut pas creuser, on ne peut même pas planter un piquet. Donc, c'est ça. Et puis alors là, la DRAC est extrêmement sourcilleuse du jeu. Donc là, voilà, c'est un appui, donc une belle dalle de basalte sur lequel un petit pupitre est posé, puis on peut le déplacer. Alors là, on bascule, on quitte ces volcans comme ça, on a glissé, on a traversé on a le rebord de Margeride, et puis on arrive sur les Causses. Donc là, on commence à se rapprocher. Et là, on a la vallée donc les gorges du Tarn, les gorges de la Jonte ici, puis ce Causse-Méjean incroyable. Donc ça, c'est un travail que l'on fait pour le grand site des gorges du Tarn et de la Jonte et des Causses. Donc un travail... de conseils qui a amené au grand site. Donc c'est ce que certains font ici là, avec le grand site pour essayer de synthétiser qu'est-ce qui fait valeur paysagère. Dans les grands sites, ce qui importe, c'est vraiment d'essayer d'exprimer les valeurs paysagères et de faire en sorte que ces valeurs soient guident finalement les aménagements. Et notamment, il y a sur les gorges de la Jonte le point sublime. Alors point sublime, on sort une carte et il y a marqué point sublime. Et quand on arrive sur site, il y a bien marqué point sublime. Ouais, mais alors, c'est atroce. Alors, bien sûr, on est sur propriété privée, mais compliqué. Mais il y a quand même des milliers de personnes qui arrivent là. Le stationnement, c'est... Voilà. Et le bitume, même quand il n'y a plus le droit aux voitures, le bitume, il continue. Donc ça, on arrive au point sublime juste là, quoi. Donc voilà, que faire alors que juste à côté, on se dit mais personne ne va là. Vous voyez, là, il y a une personne là, qui s'est mis... là, on était en formation paysage.
devant les gorges du Tarn, fabuleux. Donc là, l'histoire des lieux, et d'un seul coup, on se rend compte que peut-être qu'ici, il y a un ancien oppidum, et donc, assez naturellement, quand on voit les voitures arriver jusque-là, on aimerait bien les reculer. Et donc là, on fait un schéma d'intention dont on ne sait pas bien s'il va pouvoir être fait parce qu'on n'est que sur des parcelles privées. C'est là que notre travail, parfois, évacue la propriété privée. Alors ça, c'est gonflé parce qu'on fait quand même des choses, sur des... Mais on se dit, est-ce que c'est pas notre rôle que d'alerter des élus en disant, si demain le propriétaire veut bien et des conventions, on peut peut-être mieux faire, ou on met un emplacement réservé au PLU, là c'est ce qu'on pense pour la Beaumoriole, et cet emplacement réservé avec une OAP, dans le cadre d'un PLU, va permettre peut-être de travailler la chose. Et alors quand en plus on met un peu de renaturation sur la photo aérienne, d'un seul coup, là, le site, et là il se raconte vraiment une histoire, parce que le trajet que je vais faire du stationnement vers le point de vue, c'est un trajet de paysage. C'est-à-dire que ce n'est pas le désir tout de suite et absolu, d'un seul coup, c'est, je mets du temps avant d'arriver sur ce grand domaine, et ça, on peut le traduire en coupe, avec, en haut, les voitures vont jusqu'au bout, si les voitures sont là, voilà tout le trajet qu'il faut faire, ou en perspective, donc ça, c'est des choses qui sont assez, c'est assez rapidement fait, mais ça permet de voir, commencer aujourd'hui avec le stationnement, puis le panneau, le gros bit. Donc, à travers tout ça, vous voyez quand même que le croquis, c'est quand même une arme incroyable, quoi. Et là aussi, c'est quand même très sobre, ça ne demande pas d'électricité, juste un carnet, un stylo, puis on peut le montrer tout de suite, et ça, c'est quand même très, très agréable. Là, c'est un croquis que j'avais fait sur la Malène. Je suis resté pratiquement une journée pour faire ça, mais qu'est-ce que j'étais bien. Très très beau, donc les gorges du Tarn. Et sur la Malène, donc on voit qu'il y a des petites choses comme le stationnement, des choses à reprendre. Et là, donc on a un très très beau point de vue, un point de vue assez remarquable là. Et puis voilà, ces schémas d'intention que je fais. Et là, le parc national a travaillé avec le CAUE. Et ils ont fait une belle étude qui a été d'ailleurs très appréciée par la commune, mais avec des choses où on sent qu'ils ont été un peu vite, comme par exemple, là on voit apparaître un belvédère dans un tournant, alors que là il y a la Vierge qui est le belvédère existant, quoi. Et quand j'ai appelé la paysagiste du CAUE en disant « mais pourquoi tu as mis un belvédère alors qu'il en existe ?»« Ah ouais, j'ai pas été le voir. » Ah t'as pas fait assez de terrain, quoi. Ouais, mais bon, c'était qu'une étude comme ça, CAUE, on n'a pas toujours le temps. Et donc là, attention, quoi, il faut faire du terrain. C'est-à-dire, si on ne fait pas de terrain, on risque de faire des bêtises, et ce belvédère, désolé, c'en est une. C'est comme, des fois, on voit arriver œuvre d'art. Alors ça, c'est un peu la tarte à la crème, on ne sait pas trop, on fait œuvre d'art. Non, faire une œuvre d'art, ça c'est pas simplement la poser, en plus... Aujourd'hui, les œuvres d'art qui se posent comme ça, on en a de moins en moins. Je ne sais pas si vous avez vu passer les réponses de Monde Nouveau. C'est l'appel à projet lancé par le gouvernement avec le plan de relance pour les artistes. Il y a 300-400 sur, 400 000 propositions, personnes qui ont été retenues. Et je suis très très étonné de voir que il y a très peu de sculptures en pleine nature. C'est des interventions artistiques beaucoup plus subtiles, des choses éphémères, des choses qui s'écrivent, et donc... c'est passé un peu l'idée de la sculpture en pleine nature. Alors en plus, dans le document du CAUE, il sortait ce genre de choses, quoi. Alors ça, il y en a marre, quoi. Ces espèces de pseudo-œuvres d'art branchouilles, là, qui... Voilà, ça fait... c'est exactement ce contre quoi on essaye de se battre, quoi, pour... peut-être que dans certains coins... Alors, il y en a, bien sûr, en Norvège, j'ai été les voir, il y a des belvédères fabuleux... Mais qu'est-ce que je vois? C'est qu'en fait, les gens, ils sont intéressés par l'objet, pas beaucoup par le paysage. Et pour peu que l'objet, parce qu'il y a une vitre en verre, oh, ça me fait peur, oh là là, je me fais en photo. Ils sont dans un parc d'attractions, pas du tout dans un monde de contemplation où
on se pose, on regarde, on est discret, on fait partie d'eux. Non, c'est... Voilà. Hein, puis ça, voilà. Donc, je me dis, la sobriété, c'est peut-être ne pas tomber dans cette espèce de facilité. On se fait plaisir, bien sûr, parce qu'on va faire un beau geste, ça c'est très bien, mais voilà, dans bien des cas, il n'y a peut-être pas besoin de mettre des photos de référence de ce type quand on est sur la Malène. Voyez, et là, il y a un peu danger. Et quand je vois le nombre d'études où il y a des espèces de photos de référence, mais les études sont polluées par ces photos de référence. Je ne sais pas si vous en avez sans doute vu, mais ce qui fait qu'on regarde, alors on ne sait plus très bien si c'est une photo qui est prise ailleurs, si c'est un photomontage, ou si c'est ce qu'on veut faire. Enfin, ça brouille complètement, avec des fois des photos de platelage comme ça, et puis de choses très très urbaines qui n'ont pas lieu d'être dans un village rural, comme la Malène, quoi. Donc des fautes d'interprétation. Et ça, c'est un vrai danger. Donc plutôt que de mettre des photos de référence, prenons le crayon et le stylo, puis dessinons une esquisse qui pourra être mise en cause. Puis la photo de référence, c'est un peu comme si on est un peu en panne d'inspiration, donc on va aller piocher ailleurs et prendre ailleurs et l'imposer ici. Mais ce n'est pas du tout l'énergie du projet, c'est ça. Le projet, il est vraiment dans l'inspiration, je m'imprègne et puis je fais naître doucement le projet avec les autres. Et là, le croquis est beaucoup plus intéressant que ce genre de choses. Puis on voit arriver des choses, alors là, quand même étranges. Là, c'est sur le parc national des Cévennes. Ils ont répondu à un appel d'offres, ils ont lancé un appel d'offres avec le parc des Pyrénées, je crois, et puis le parc national régional des Causses du Quercy, sur les observatoires nocturnes. L'idée, superbe. On s'arrête et on regarde le ciel. Et on bataille pour que le ciel nocturne soit protégé, en évitant les éclairages. Donc, l'objectif, génial. Mais ils mettent un appel d'offres mal rédigé qui fait que c'est des designers qui pondent ça, et ils sont retenus. Ce qui fait que là, c'est une espèce d'objet qui va venir dans un petit village du Causse, du Méjean, où il n'y a pas de bois, où on est en train d'enlever tout le mobilier de ce type. Et donc là, j'ai fait une grande lettre au parc en disant mais non, ça va pas. Donc heureusement là, la directrice a dit ok, on le met pas là, mais on va voir comme ça ces objets se poser. Ça a été posé sur un col dans les Pyrénées. C'est pas bien quoi. Vraiment, ça va pas. Enfin, on lutte contre la banalisation des lieux où on va prendre un objet puis le dupliquer et le mettre partout. Ça c'est ce contre quoi on se bat. Et là, il y a un appel d'offres qui émane des services de l'État d'un parc national qui fait exactement ça. Donc là, il y a une espèce de contradiction entre le local. Donc là, on arrive sur le Causse Méjean, et voilà, là, il y a la rencontre avec le cheval, donc ce cheval de Przewalski, là, qui a été massacré complètement en Mongolie, et dont il restait une trentaine d'individus dans différents zoos, et qu'une femme avec la tour du Valar, qui est en Camargue, qui est une station écologique, décide de réintroduire, mais quand il commence à réintroduire le cheval tout seul en Mongolie, les chevaux deviennent fous, ils s'échappent. Donc il faut leur faire passer un petit sas, et là ils trouvent le Causse Méjean qui ressemble un peu à la Mongolie, pour que l'animal sauvage, parce qu'il était devenu fou en captivité, reprenne un peu ses esprits et commence à élaborer une véritable sociologie et une éthologie. Et donc on commence à travailler là-dessus. Et notamment les points d'eau. Donc là, les lavognes, c'est les points d'eau traditionnels. Donc on essaye de voir où on met la lavogne par rapport au point d'observation. Si on la met trop près, l'animal va paraître trop domestiqué, trop loin, on ne le voit pas. Donc là, je les appelais un peu plus loin, un peu plus loin. Donc voilà, ils se déplacent. Ouais, là, c'est pas mal. Je sors les jumelles, c'est bien. Là, pour faire en sorte que les gens, les visiteurs, quand ils vont se poser sur le lieu d'observation, en dehors de l'enclos, puissent être dans des conditions qui se rapprochent finalement de celles de l'observation de l'animal sauvage. Et donc ça, c'est vraiment cette recherche. Et la lavogne, on va essayer de la travailler avec des pierres. Alors celle-là, c'est encore une fausse lavogne. On va travailler une autre lavogne pour les vautours, avec vraiment de l'argile. Celle-là est bétonnée. En plus, c'est des citernes des bâtiments du village qui sont réutilisés
Voilà, donc là on a choisi l'endroit où on allait mettre la Lavogne des Vautours, et puis un patrimoine pierre sèche incroyable. Et là vous reconnaissez l'image de l'affiche. Hein, donc là c'est dans l'enclos des chevaux. Donc là la chance c'est que j'ai passé quelques dizaines d'heures dans cet enclos des chevaux où sur 400 hectares, il n'y a pas une clôture, et puis il y a peut-être le cheval préhistorique de Lascaux hein, qui est là. Enfin, l'émotion est vraiment préhistorique, quoi. C'est absolument incroyable. Et il y a ces traces de chibottes qui sont là, dont on ne sait pas très bien. Et donc, c'est des structures qu'on va reprendre, notamment pour favoriser l'observation. Et là, on va faire des niches où on peut espérer que des oiseaux viennent nicher avec des petites ouvertures comme ça. Et comme ça, on va pouvoir regarder à l'intérieur. C'est un peu voyeur, mais comme ça permet de savoir qui arrive ici. Ça, c'est pour inciter les gens, finalement, à favoriser la biodiversité dans le bâti ou dans les murs. C'est-à-dire que ne construisez plus un mur sans laisser des cavités. Et ça, alors on a même fait des choses un peu étranges comme ça, qui va être recouvert, c'est en robinier, ça va être recouvert, et ça c'est un truc assez sioux pour notamment la couleuvre à collier, la couleuvre verte et jaune. Je ne sais pas si la couleuvre de Montpellier peut arriver jusque-là, parce qu'on est un petit peu haut. Mais voilà, donc les nichoirs, on est assez habitués. Hein, on sait, voilà, on fait les nichoirs. Mais les gîtes pour les reptiles, c'est un peu moins habituel. Ça, c'est par exemple des cavités qui sont faites dans les murs de pierre sèche. Donc ça, c'est une couche, et puis après, on en remet. Et là, il y a de la terre pour que les lézard osselets aussi, on l'attend, on espère qu'il viendra jusque-là, puisse loger. Donc vraiment, renseignez-vous sur tout ce qu'on peut faire pour attirer ces animaux, hein, dont les populations sont en train de descendre. Hein. L'érosion de la biodiversité, elle est partout. Elle est liée, bien sûr, aux pesticides, enfin, toute cette chimie atroce qu'on a mis dans les sols, enfin, qui a tout pollué, mais elle est liée aussi à la disparition des habitats. Et là, on a vraiment de quoi faire. Voilà, là, donc on avait capturé cette magnifique couleuvre verte et jaune. Donc là, ils sont en train de la marquer avec du vernis à ongles. Ça lui fait une beauté, là, mais comme ça permet de reconnaître. Et voilà, donc là, on a vraiment travaillé. Alors, l'archi, là, Richard Dumas, il en avait marre. Il dit, non, arrête de faire des trous, j'en ai marre. Enfin, parce qu'il y avait des trous pour le moineau Sissi, puis un autre pour le crave, et puis un autre comme ça, le petit duc, le machin. Donc là, c'est des trous. Et puis dont certains trous sont traversants, avec des petites fenêtres. Et effectivement, là, dans le bureau de TAC, hein, l'association s'appelle TAC. Sur le Cosméjean, allez les voir, c'est vraiment un très très beau lieu. Et sur le bureau, il y avait un petit trou, j'ai ouvert, et là il y avait une petite nichée de petit duc. C'est un rapace, hein, on connaît plutôt le grand duc, qui est haut comme ça, adorable, enfin, tout dufteux, c'était vraiment génial, quoi. Alors la pierre sèche, hein, là on l'a utilisée à fond, et on voit qu'on a fait, vous voyez ici, ces cavités pour les animaux. Là. Donc un temps, à pas mettre un murailler dehors, mais ils ont quand même bossé. Hein, donc là, ça travaillait. L'intérêt de la pierre sèche, c'est que on ne craint pas le gel, hein, alors que le ciment, oui. Là, ils ont pu bosser. Et on a eu la chance d'avoir des ateliers des chantiers de l'association bâtisseurs pierre sèche. Les artisans bâtisseurs pierre sèche, la BPS. La BPS est intéressante parce qu'elle a mis en place une qualification pierre sèche. Donc aujourd'hui, vous pouvez mettre dans vos CCTP qualification, donc avoir un certificat de qualification pour être sûr d'avoir des vrais muraillers. Parce que les faux muraillers, ça, on en a, mais... Et donc ça, c'est une de leurs qualifications. Et donc moi, j'intervenais pour faire des croquis. Donc j'utilise beaucoup de blocs diagrammes, hein, vous avez remarqué, hein, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment intéressant. Et puis, voilà, c'est vues perspectives. Puis des fois, il y a des bonnes trouvailles. Par exemple, les artisans avaient trouvé une pierre avec une petite encorbellement. Donc, est-ce qu'on peut faire une niche? Oui, alors pas n'importe où, on va la mettre dans l'axe. Voilà, donc discussion. Il y a beaucoup de choses comme ça qui arrivent en cours de chantier. C'est aussi ça, le fait de passer par le croquis, c'est qu'on est très souple. Quand on a un plan AutoCAD au millimètre près, là, voilà, non, c'est 0,7 mm là. Hein. Donc là, non. Là, on est dans à peu près mais ça nécessite effectivement d'être vraiment présent sur le chantier. Il y a une très très belle ambiance un peu refuge. Donc là, il y a Jean-Louis Perrin, le directeur, qui est là.
Franck Vattel, le scénographe, les archis, là, Richard Dumas, puis des jeunes archis qui sont avec nous, là. Et donc là, on travaille, et on fait un schéma d'intention très, très global, hein, toujours avec cette légende, un peu plus précis, avec toujours cette idée que le projet se raconte à travers des étapes. Hein. Première étape, le parcours de visite, donc d'abord l'arrivée, le sentier de la Rougerolle, puis après on arrive sur le Haut-Villaret, on est dans l'espace d'interprétation, puis après on arrive sur la base scientifique, puis après les enclos. Donc là, on décline chacune des étapes avec cette perspective, donc ça c'est aujourd'hui, et puis ça c'est le projet. Donc on voit qu'il y a un peu plus de murs, et puis des plans très, très simples, voilà, avec cette idée de l'importance d'arriver sur un village du Causse. Or aujourd'hui, finalement, on arrive sur un parking au milieu, donc on a viré toutes les bagnoles et on les a mis à distance en travaillant le sentier qui nous permet d'arriver vraiment sur l'émotion de trouver un village. La signalétique, au départ, il y avait des panneaux plastiques, on trouvait ça tellement dégueulasse, et puis voilà, à un moment il a fait mauvais. On a pris des lauses, et puis au Tipex, on a commencé à faire la signalétique, et ça a bien plu. Donc du coup, vous voyez, sobriété de matériaux, on réutilise, et puis voilà. Alors là, ce qui est assez génial, c'est qu'on est parti, enfin les archis là sont partis d'une ruine, et ils vont travailler à partir de là. Et là, on a trouvé une entreprise incroyable qui a réussi à extirper et à laisser des murs, alors qu'ils étaient limite branlants, quoi. Et là, ils ont réussi à laisser vraiment toute cette trace de l'architecture. Donc là, avec des artisans qui savent encore faire des voûtes. Le gars, il est tout seul. Et ça fait 3 mois qu'il est dessus, mais il avance à une vitesse, mais c'est impressionnant. Il a des lauses énormes. Et donc, c'est quelqu'un du Méjean, quoi. Et on sent, il dit, ouais, ça me plaît, ouais, c'est mon pays, là. Et l'intérieur, qui va être l'intérieur de la base scientifique, là, ouvert sur le paysage, ça va être un lieu, là, pour le coup, devant, on a déplacé les clôtures pour pas qu'on ait les clôtures. Et puis, là, voilà, je termine. On a déplacé la clôture parce qu'avant, j'avais repéré un beau rocher, mais la clôture des chevaux était là. Et simplement, en la faisant descendre ici, finalement, et en enlevant la végétation de ce rocher, on se retrouve à être au-dessus de la clôture et à voir les chevaux et le paysage, non pas à travers un grillage, mais au-dessus. Et ça change absolument tout. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'élever une plateforme en bois. Le rocher, il était là. Déplacer la clôture, mettre ça, et voilà. Et donc là, il y a des gens qui s'assoient par terre. Alors l'implantation, il y avait du tuyau d'arrosage, donc on avait fait une implantation de tuyau d'arrosage. Donc ça, c'est le mur qui est implanté, qui vient se coller sur le... Et puis, on déplace la clôture, ça, c'est des piquets. Donc, l'importance... En fait, le dessin, c'est une chose, l'implantation sur le terrain, c'est très important. Et ça, je laisse pas faire ça à un géomètre. De toute façon, là, il n'y avait pas de géomètre. Je le fais moi-même, et on déplace... Et là, donc, bien sûr, aidé par des croquis, comment Et on voit que le mur, on le construit ici. Là, on ne va pas trop, on laisse la clôture ici et on voit le rocher ici. Et ce rocher, alors on va même enlever un peu la végétation qu'on va remettre sur les murs de pierre sèche à côté pour faire valoir le fait que le calcaire, c'est soluble à l'eau. Donc ça fait des cavités, ça fait un karst. Et là, je suis sûr que dessous, on va retrouver des formes extrêmement intéressantes. Et là, on l'a tenté, là, toute l'équipe est là. Et c'est là qu'on a terminé aussi notre formation du réseau Grand Site. Et en fait, j'ai un peu conçu ça comme une salle de plein air, quoi, avec un mur qui est à 45 de haut pour s'asseoir, des gros couronnements, et puis le mur, et c'était vraiment un très très beau lieu, quoi. Puis quand même, voilà, ça c'est les dessins que j'ai faits cette semaine, donc avec ce belvédère, et puis un lieu, alors ça c'était ce matin, ça. Enfin non, c'était à midi. En fait, j'ai casse-côté, puis j'ai quand même dessiné... C'est quand même un métier génial, quand même. Hein. On se pose, on dessine, on est bien. Enfin, voilà. Mais heureusement qu'il y avait la conférence de ce soir, parce que sinon, je serais sans doute retourné sur mes chantiers qui merdent. Là, donc là, merci, parce que comme ça, j'ai passé un temps super. J'étais vraiment bien. C'était chouette. Là. Puis mardi, là, on s'est tous retrouvés à 18h sur un lieu complètement incroyable, le dolmen de la Prudarelle, qui est juste à côté de la Beaumoriole, hein, c'est au-dessus du cirque. Il faut 25 minutes depuis la route, là. Un lieu incroyable, quoi. Et là, on se dit, c'est quand même une sépulture néolithique, hein, 4-5 000 ans, quoi.
Donc il y a 4-5 000 ans, il y a bien des hommes qui avaient la conscience quelque part du paysage. Alors il y a peut-être une pensée magique ou autre, mais pour poser un dolmen à cet emplacement, avec cette vue sur les différents sommets, la falaise, les gorges de la Vis qui arrivent, il se passe quelque chose. Donc voilà, c'est le dernier croquis fait mardi pour vous faire partager cette émotion incroyable de se retrouver en relation avec ces mégalithes. Voilà, merci.